Bonjour tout le monde, bienvenue à mon stream. C'est en fait ma troisième tentative de faire ce stream-là. Les premières fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a de larges pertes sonores et visuelles, donc c'est toujours difficile de faire un travail de qualité quand on débute. Mais aujourd'hui, j'ai bon espoir que ça va bien aller. Alors, le but de mon stream, bien sûr, c'est de lire avec vous des documents théoriques marxistes, socialistes, tu sais, de lutte, parce que, ben, bref, c'est quand même cool de pouvoir écouter un peu de matériel révolutionnaire, surtout en français, au Québec, il n'y en a pas trop. Puis il y en a que je comprends qu'ils aiment tout simplement pas lire. C'est un peu mon cas. Fait que si je peux rendre l'expérience un peu plus plaisante pour tout le monde, ben ça va me rendre heureux de faire ça. Je vais essayer de faire mon stream un peu à chaque jour, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon stream sur Twitch. Pour l'instant, je m'appelle The OK Gatsby, c'est mon nom de jeu vidéo depuis toujours. Fait que, bref, pourquoi ne pas prendre ce pseudonyme pour faire le travail aujourd'hui? Alors, le texte aujourd'hui, c'est Bilan et perspective de la colonisation à la CAQ, formulé par Alternative Socialiste. Puis, qu'est-ce qui se passe avec ces textes-là? C'est que attends une seconde. Je vais essayer de faire full screen. Fait que, affichage, mode lecture. Ah, c'est magnifique. Alors, ce document-là, ben, c'est un peu la réflexion qu'on a eue pendant des années. Puis, en réalité, le besoin d'avoir des perspectives comme ceux-là, c'est ben, de considérer l'historique dans la lutte de classe actuelle. Alors, si on veut comprendre, par exemple, ce qui se passe dans les syndicats aujourd'hui, dans le monde étudiant, dans les mouvements environnementaux, dans les mouvements féministes, antiracistes, etc., ben c'est toujours bon de voir ça a été quoi le potentiel de lutte passé, comment ça s'est passé, ça a été quoi les acteurs les plus importants, ça a été quoi qui a marché, qui n'a pas marché, puis pourquoi. Pour qu'on comprenne un peu, puis qu'on puisse prédire, tu sais, c'est un peu ça qui va se passer. Comme par exemple, c'est pas la première fois que l'UQAM produit un mouvement étudiant à travers le Québec. Donc, si on regarde sur les luttes dans le mouvement étudiant, ben c'est toujours bon de se demander qu'est-ce qui se passe à l'UQAM. Ça, c'est quelque chose de base. Mais c'est toujours bon de le faire à la grandeur du Québec et de la lutte de classe dans son ensemble. Puis ce document-là tente de dresser le portrait général à travers l'histoire au complet du Québec. Donc on passe vraiment à travers les grandes lignes, mais c'est la base. C'est important de la connaître et d'être confortable avec pour comprendre un peu c'est quoi le potentiel de lutte contemporain au Québec. Alors, aujourd'hui, on va essayer de lire de la colonisation mercantiliste à la modernisation capitaliste, à la page 5. Puis on va essayer de se rendre à la page 10, les syndicats et la création de partis de classe travailleure. Je serais vraiment content de me rendre à la page 10. Ça va me prendre environ une heure ou deux. Puis ensuite de ça, ben, demain, je continuerai avec la lecture du deuxième texte. Alors, ici, on a la section. Je me demande si je peux zoom out un peu. Non, ok. Ici, on a la section de nos revendications chez Alternative Socialiste. Fait que ça, c'est notre politique de base. Dans le fond, si on est pour travailler ensemble, si les gens sont pour nous rejoindre, ben, c'est toujours bon de regarder ça pour voir s'ils sont d'accord. C'est certain que si on n'est pas d'accord sur nos politiques de base, ben, ça va être difficile de travailler ensemble. C'est correct. C'est pas tout le monde qui ont les politiques identiques sur des points comme transports municipaux interurbains publics à bas coût. Des fois, les gens sont pas d'accord avec ça, c'est correct. En arrière, on voit la map, puis ça, c'est la map de notre organisation internationale, Alternative Socialiste Internationale, ASI, qui regroupe en fait des sections dans plus de 32-35 pays. Puis il y a même des pays qui ne sont pas en rouge, mais qui ont des membres actifs. Mais on se comprend bien que pour devenir une section officielle, si on veut, il faut une certaine stabilité. Il faut que les membres démontrent qu'ils sont capables de travailler ensemble pendant une longue période de temps, une couple d'années, on dirait, pour qu'on sache que oui, 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 effectivement, on a une section là, puis c'est sérieux, puis c'est en train de se bâtir, etc., etc., etc. Au Québec, ça fait une dizaine d'années qu'on existe, alors on commence à devenir une section qui va survivre, là, qui est solide, puis qui continue de grandir, qui a une certaine stabilité. C'est certain que dans les premiers 4-5 ans, le recrutement est difficile.
Euh, Tout est nouveau, tout est à bâtir. Fait que c'est beaucoup de difficultés, mais on a passé à travers cette première étape-là. Donc là, on commence à être de plus en plus efficace. Puis c'est vraiment intéressant de travailler avec Alternative Socialiste, notre section québécoise. Ici, on a notre journal. Euh, le journal, c'est plus un focus sur les luttes de terrain en temps réel. Donc, c'est quoi les revendications, c'est quoi la situation objective, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers la prochaine étape de la lutte. Donc, le journal il est vraiment en réponse à ce qui se passe sur le terrain. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un peu plus théorique avec le bilan et perspective. Mais les deux sont importants. Donc, c'est important de suivre ce qui se passe sur le terrain pour voir le développement en temps réel des luttes. D'un point de vue matérialiste dialectique, c'est ce on essaie de faire, qui est très, très, très différent d'admettons, genre Radio-Canada, qui est une perspective libérale de la réalité. Et ça, on peut faire ça à partir du journal, donc je vous encourage fortement, tout comme moi, à vous abonner au journal. En plus, je participe à la rédaction et à la correction politique des articles, donc je suis très fier de notre journal. Allons avec la préface. L'objectif premier de ce document est de permettre aux lecteurs et aux lectrices de s'armer théoriquement le mieux possible afin d'agir dans les luttes et les mouvements de masse en cours et à venir. Il est nécessaire de bien connaître le beat de la lutte de classe afin d'aller plus loin que l'indignation ou la simple défense contre les attaques de la bourgeoisie. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait un petit peu un call-out pour les gens qui réagissent beaucoup aux injustices de la société, avec la grande frustration, une grande indignation, des posts Facebook, le grand discours, puis on partage les articles radicaux, mais que quand il vient le temps d'aller dans l'action, d'aller sur le terrain, d'aller parler de politique avec les gens, là, c'est plus difficile. Ben, ça, c'est une distance qu'il faut franchir si on est pour faire une différence. Puis, le but de nos documents, le but de notre lutte, le but de notre intervention, c'est d'essayer d'encourager, de motiver les gens à venir militer activement sur le terrain avec nous, parce que c'est là que vraiment le travail se fait, puis on a besoin le plus d'aide possible. Euh, le deuxième aspect, c'est la simple défense contre les attaques de la bourgeoisie. Bien, ça, on peut l'observer dans le monde syndical récemment, des années récentes, où est-ce que le patronat fait des attaques aux syndicats, baisse des conditions de travail, augmentation de salaire en deçà du niveau d'inflation. Ça, c'est des attaques contre la classe ouvrière. Donc, si le but des négociations, c'est toujours de juste remettre le statu quo à zéro, donc de mettre les augmentations de salaire au taux d'inflation, de ne pas laisser le boss faire avec ses attaques sur nos conditions de travail, ben dans le fond, c'est pas des victoires, c'est juste une maintenance du statu quo. Puis si on est pour résoudre les problèmes de la société, il faut aller plus loin que ce que les plus récentes négociations dans le secteur public ont été capables d'aller chercher. Ah, je suis revenu en mode lecture. Je vais essayer en mode plein écran. Je suis déjà. Oh mon Dieu, ok. Ah, on va y aller comme ça, j'aime bien. Est-ce que je suis encore préface? Oui. Alors, continuons. Renverser le capitalisme et construire une société socialiste n'est pas quelque chose qui se fait seul ou uniquement derrière un ordinateur. Les membres d'Alternatives socialistes ne se limitent pas à l'indignation et à la défense d'idées abstraites. Nous tentons d'identifier collectivement les points faibles de la bourgeoisie afin de frapper là où ça fait mal. C'est pour outiller la classe travailleuse à porter ses coups que nous construisons notre organisation révolutionnaire. Alternative socialiste, pardon, c'est le nom de notre organisation. Pour agir efficacement, cette organisation doit s'appuyer sur une vision réaliste de la société dans laquelle nous vivons. Je pense que ce qu'on veut dire par vision réaliste de la société, c'est de considérer la réplique aux actions que l'on fait avec la classe des travailleurs et travailleuses. Par exemple, si tu fais des multiples manifestations en santé avec les enseignants ou peu importe, ben la réplique de ça va être probablement que le gouvernement va passer une loi spéciale, que les policiers vont faire de la répression, que les médias de masse bourgeoise vont te traîner dans la boue d'une manière publique, tu vas te faire traiter d'irresponsable, ta, 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 ta. Donc nous, ce qu'on avance, c'est un peu l'idée qu'avant même de te lancer dans la lutte, à quelque part, il faut que tu prédises que tu prédis, bref, pas grave, la réplique la classe capitaliste contre les luttes que tu essaies de mener. Sinon, tu choisis un peu de te faire surprendre, de paniquer, d'être pris au dépourvu, puis au final d'être désorganisé dans ta lutte de terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur une vision réaliste de la société.
Alternative socialiste n'est pas un groupe affinitaire avec des valeurs floues. Il s'agit d'une organisation politique marxiste révolutionnaire avec des principes politiques clairs. Ceux-ci ne sont pas de l'ordre de l'opinion de quelques camarades, mais le fruit de l'expérience et des connaissances de ses membres. Cette mise... Pardon. Cette mise en commun prend du temps et nécessite un débat démocratique sérieux. Oui, c'est important d'avoir l'équilibre entre débat démocratique et action centralisée. Donc, c'est important de mener les débats, de donner l'espace à tout le monde de s'exprimer et de faire beaucoup de formation politique aux membres de la base. Donc, encourager les gens vers la lecture, encourager les discussions politiques pour que tous les gens soient équipés à juger pour eux-mêmes de la véracité et l'efficacité d'une stratégie. Et qu'ensuite, on ait la structure pour discuter ensemble de ce qu'on devrait faire et arriver à un vote, une décision commune. Pardon. J'ai bu de l'eau de travers. Je sais pas ce que font les streamers sur Netflix quand ils toussent. J'ai l'impression que je les entends jamais tousser. Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse me muter? Oui! Comme ça. Et là, je suis de retour. Ok, ben je l'ai appris pour la prochaine fois. Donc, il n'y aura pas de problème. Alors oui, c'est ça, il faut faire l'équilibre entre la prise de décision démocratique et l'action centralisée tous ensemble vers un point commun pour que l'action soit la plus efficace, la plus forte possible. Le document de la colonisation à la CAQ, une lutte de classe, est le fruit d'une discussion interne de plus de 2 ans dans l'Alternative socialiste. Il s'agit d'une étape importante pour notre jeune organisation révolutionnaire. Nous avons tenu plusieurs instances avec pour objectif d'améliorer, d'ajuster et de trancher notre vision historique et politique commune de la société québécoise. Pourquoi? Afin de pouvoir intervenir dans les luttes le plus rapidement et efficacement possible. Quand une lutte explose, dis-je, ce n'est pas le moment de faire un débat, effectivement. L'urgence est d'y intervenir avec une vision claire des étapes à franchir pour gagner. L'objectif consiste à amener cette lutte le plus loin possible sur le chemin qui mène à la prise du pouvoir de la classe travailleuse et au socialisme. Toutes les personnes membres doivent être prêtes et outillées à le faire. Voyons, de la misère. Dresser un bilan des luttes passées et tirer des enseignements des luttes en cours est essentiel pour anticiper les différents scénarios des luttes futures. Un peu comme je disais plus tôt. Nos discussions ne sont pas terminées. Celles-ci seront intégrées dans une deuxième édition. Oui, donc ça, tout ce qu'on dit, c'est que c'est un document, mais les luttes se développent et c'est impossible qu'on couvre absolument toutes les luttes potentielles qui se sont passées au Québec et qui se passent en ce moment. Comme par exemple, je pense que ce document-là ne parle pas trop des mouvements environnementaux, des mouvements autochtones, Premières Nations, Inuits et LGBTQIA+. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille en ce moment puis qu'on va ajouter. Ce document-là s'est fait passer en congrès le 25 janvier 2019 et je pense qu'on y a déjà ajouté certains paragraphes, mais la version G est un peu plus vieille, mais c'est correct parce qu'on se comprend que le gros de la job, c'était ce document-là. Puis au pire, je lirai les modifications dans le futur. Fait que ça, c'est pas un problème. Introduction. Dans un monde d'inégalité, de guerre et d'insécurité, dénoncer ne suffit pas. Il faut construire une organisation capable d'intervenir activement dans la lutte des classes pour renverser le capitalisme. Cette organisation doit être capable de saisir la dynamique de la lutte des classes afin de permettre à ses membres d'y intervenir le plus efficacement possible. La grève étudiante de 2012, la grève générale du secteur public de 2015, les 2 grèves générales de 175 000 travailleurs et travailleuses de la construction, les manifestations spontanées pour dénoncer la culture du viol ou le racisme montrent que l'opposition au système actuel, à son exploitation et à son oppression est massive. Donc, c'est un peu un commentaire sur le fait que les gens sont actifs politiquement. Il y a des mouvements de masse au Québec. On l'a vu avec la manifestation monstre l'année dernière pour l'environnement. Je pense qu'il y avait 500 000 personnes. Alors, c'est pas vrai que les gens sont pas actifs politiquement. Il y a 500 000 personnes qui sont prêtes
à être actif politiquement pour changer la société, l'améliorer, forcer le gouvernement à produire des changements pour leur politique, pour l'environnement, mais pour plein d'autres sujets aussi. Donc, ce qui manque vraiment, c'est le niveau d'organisation, le niveau de conscience de classe et la capacité des gens d'arriver à une stratégie qui est dynamique. Donc, non seulement on fait une marche, mais on sait que la marche ne va pas par elle-même provoquer les changements qu'on veut. Donc, on sait que la marche, ce n'est qu'un début. Et on planifie la prochaine action et on y participe et on continue d'y participer et de faire grandir le mouvement et d'aider à l'organisation et à le travail d'organisation et de militance jusqu'à temps qu'on arrive à la victoire. Donc, c'est un peu ça qui manque en ce moment. Je pense que le mot que j'ai dans la tête, c'est illusion, mais c'est un peu péjoratif. Mais bref, les gens vont se satisfaire peut-être un peu trop facilement d'aller à une marche pour l'environnement un dimanche en septembre. Ensuite de ça, ils vont aller chez eux et ils vont se dire, mon Dieu, oui, les choses changent. Hein? Non, 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 c'est un début. Les choses peuvent changer, puis c'est la bonne voie, mais il faut aller plus loin. C'est un peu ça qu'on essaie de dire, c'est un peu ça qu'on essaie d'argumenter, puis on essaie d'aller vers les gens avec ce message-là. Cependant, aucun de ces mouvements n'a réussi à faire de gains significatifs et durables, précisément parce qu'aucun de ces mouvements n'a franchi le pas et proposé une alternative politique au capitalisme. D'une part, leurs directions réformistes sont incapables de réfléchir à l'extérieur du cadre légal capitaliste, de plus en plus étroit. D'autre part, le faible niveau de conscience de classe que l'on retrouve autant à la base qu'à la direction de ces mouvements empêche l'unité la plus large possible des luttes et l'élaboration d'un programme de lutte basé sur nos intérêts de classe. La tâche des marxistes révolutionnaires consiste à intervenir activement dans la lutte de classe pour démontrer qu'aujourd'hui, même les réformes les plus modestes entrent en confrontation directe avec les capitalistes. Les directions incapables de saisir cela ne peuvent que nous trahir. L'enlistement de Projet Montréal concernant le salaire minimum à 15 de l'heure, pourtant fortement appuyé par le mouvement syndical, l'illustre bien. Le recul de Québec solidaire, QS, concernant l'assurance dentaire universelle ou encore son plan de transition écologique misant sur un capitalisme vert le montre aussi. Si nous ne voulons pas que QS devienne à moyen terme le Syriza québécois, nous devons dès maintenant y faire valoir la nécessité de politiques socialistes claires. Une compréhension juste de la dynamique de la lutte des classes de la période actuelle est essentielle pour intervenir de manière adéquate dans les luttes québécoises. Ce document consiste la base de cette réflexion. Donc, je pense que c'est relativement clair. Je vais continuer. Je vais essayer de me rendre loin dans la lecture et s'il y a des termes qui sont pas super clairs, ben, je peux toujours lire des documents théoriques qui vont explorer ces termes-là. Donc, aujourd'hui, c'est ma première lecture, mais il va y en avoir d'autres. Et, je veux dire, comme par exemple, si je parle de les intérêts de classe des capitalistes contre les intérêts de classe de la classe ouvrière, je pense que je pourrais lire Socialisme utopique et Socialisme scientifique, qui est un livre d'environ, je sais pas, 80 pages, pas très long, mais qui explore justement cet aspect-là parmi d'autres de l'explication et de la perspective marxiste. Donc, je pense qu'éventuellement, je vais me mettre à la lecture de ce document-là. Donc, ça pour dire que, inquiétez-vous pas s'il y a des termes qui ne vous sont pas trop familiers. Pour les perspectives historiques, pardon, c'est pas important de mettre un focus trop grand sur les termes théoriques aujourd'hui. Et, anyway, je vais me concentrer sur ces termes-là dans les lectures futures. Donc, patience, on va se rendre ensemble à la compréhension globale des luttes. Ça va être très cool. Le rôle des perspectives pour une organisation marxiste. Les perspectives marxistes sont basées sur une analyse des grandes tendances économiques, sociales et politiques d'une société. À partir de cela, nous développons une perspective, une estimation de comment ces tendances jouent un rôle dans les événements et comment elles sont interreliées. Les perspectives ne sont pas des prédictions précises, elles sont des hypothèses de travail. Ces hypothèses peuvent changer en cours de
en cours de route à mesure qu'évoluent les événements. Le point de départ de l'analyse ainsi que sa finalité doivent être ancrés dans les conditions matérielles des événements. Il ne s'agit pas d'appliquer un schéma déterminant unilatéralement la suite des choses. Le contexte global doit être pris en compte pour formuler différents scénarios ainsi que les différents types d'interventions possibles. La méthode marxiste est fondamentalement différente de l'approche empirique étroite qui voit uniquement les faits isolément. Cet empiricisme étroit est la tendance prédominante dans les sociétés libérales. Nous nous intéressons plutôt à l'interconnexion dialectique entre différents phénomènes, aux liens entre les événements, afin de relier les événements visibles de la surface aux forces motrices qui les déterminent. Les perspectives sont un guide pour l'action. Elles nous aident à décider nos priorités et à voir quelle est la meilleure façon de mobiliser le plus largement possible, malgré nos ressources limitées. Pour les marxistes, les perspectives ne sont pas des abstractions, mais des outils pour intervenir activement dans les luttes. Par exemple, nous sommes en mesure d'intervenir plus rapidement et plus efficacement lors d'une action spontanée lorsque nous avons déjà discuté, pris position et adopté des mots d'ordre concernant la lutte en question. Le développement de nos perspectives à travers la discussion et la révision de nos précédentes estimations nous aident à mieux comprendre les conditions dans lesquelles nous travaillons, l'étape dans laquelle nous nous trouvons et comment cela peut affecter la conscience des différentes couches de la population. Les perspectives nous aident à identifier les occasions d'intervention, à comprendre l'état d'esprit des personnes que nous voulons rejoindre et à établir des racines dans la classe ouvrière, les mouvements sociaux, ainsi qu'à construire notre organisation le plus efficacement possible. Tout cela commence par une vision commune de notre passé. Oui, il faut être d'accord sur où est-ce qu'on vient pour pouvoir parler de où est-ce qu'on s'en va. Je l'ai un peu mentionné aussi l'idée de la philosophie marxiste comparément à la philosophie libérale. La philosophie marxiste, c'est plus la concentration sur l'observation des relations de force dans la création d'un produit ou d'une conclusion. Donc, quand tu comprends bien la relation, tu comprends mieux les possibilités potentielles de résultats. Par exemple, si on regarde l'eau, H2O, l'eau en relation avec la chaleur peut produire trois états, trois formes d'eau. Donc la glace, l'eau et la vapeur. Donc en fait, l'eau elle-même peut être glace, vapeur ou liquide, mais la différence, c'est la relation avec la chaleur dans l'équation. Donc, pour comprendre c'est quoi l'état de l'eau, il faut comprendre c'est quoi sa relation avec la chaleur. C'est un peu ça. Tout comme pour comprendre une lutte, où est-ce qu'elle est en ce moment, il faut observer les relations de changement et de pouvoir qui se passent à l'intérieur de ces luttes-là, qui viennent donner l'état final. Donc, si on regarde par exemple, je ne sais pas moi, la lutte étudiante, pardon. Pour comprendre la lutte étudiante, il faut comprendre la dialectique avec les différents groupes étudiants, avec la police, avec le gouvernement, avec le niveau de mobilisation. Donc, quand on décrit puis qu'on essaye de trouver c'est quoi le statut immédiat de ces différents aspects, ben, on arrive à une situation globale, une description globale de la lutte étudiante dans un contexte et un moment spécifique. Au lieu d'arriver et dire la lutte étudiante est ça, ça, ça en ce moment, comme le cherche à faire euh, comme l'empiricisme moderne qui est de base. Là. 1 plus 1 égale 2. La réponse, c'est ça dans un laboratoire. On enlève tous les éléments qui peuvent affecter la relation parfaite qu'on cherche à décrire et on arrive à dire que ça égale ça ou ça et il y a une corrélation entre ça et ça parce qu'on l'a démontré dans un laboratoire sans aucune autre relation. Le marxisme, ça recherche à trouver les relations qui se passent naturellement dans notre société pour comprendre le comportement des choses dans leur état naturel. Donc, c'est un peu une perspective différente. Oui, je pense que le reste, c'est relativement clair. Donc, continuons, allons-y. J'espère que tout va bien avec vous. Là, on rentre dans le sujet intéressant. Donc, là, on rentre vraiment dans les perspectives historiques. Ah, ça, c'est le meilleur de ce qu'on a à offrir. Bilan historique. De la colonisation mercantiliste à la modernisation
capitaliste. Donc, il faut comprendre les définitions ici. Simplement que mercantilisme, c'est dans une situation d'une société féodale. Il y a un roi, une reine, puis les relations marché, les relations d'échange sont faites pour le succès, la croissance de la monarchie, de l'empire, etc., etc., etc. Tandis que la modernisation capitaliste, c'est en fait la propriété privée des moyens de production entre les mains d'une petite couche de propriétaires, de commerçants, et cette couche-là de la société commence à avoir des intérêts propres à eux et de leurs activités économiques. Donc, ils veulent que la société change pour que leur production économique soit de plus en plus efficace, de plus en plus facile, de plus en plus profitable. Puis il y a comme une dialectique, une lutte, deux forces qui sont contradictoires entre les intérêts de l'Empire, le roi, la reine et tout ça, et les intérêts privés des propriétaires capitalistes. Donc ici, on va voir le bilan historique de l'évolution de la société dans cette direction-là. Les Premières Nations d'Amérique. Donc là, on commence vraiment au début du Québec, ou à l'époque, le Bas-Canada, je pense que ça s'appelait, ou bref, peu importe le nom qu'on avait, je ne me rappelle plus. Les premières populations à s'établir dans les Amériques sont les tribus nomades qui doivent constamment se déplacer pour se nourrir. Certaines populations de l'Amérique du Sud se seraient établies il y a environ 35 000 à 40 000 ans. Lors du débarquement des Espagnols en 1492, on estime le nombre d'Autochtones dans les Amériques à 80 millions de personnes. Les découvertes archéologiques réalisées en Estrie permettent d'établir avec certitude que les Premières Nations occupent le territoire du Québec depuis au moins 12 000 ans. Ça, c'est cool. Le régime français, 1534 à 1760. À partir de 1534, des explorateurs français commencent la prise de possession de l'Amérique du Nord, pensant trouver un passage vers la Chine. Au cours du siècle suivant, le roi de France octroie le monopole du commerce à des compagnies afin d'étendre sa puissance et organiser la colonisation. Donc ici, on parle encore des intérêts du roi de France. Les commerçants se servent de leurs privilèges pour exploiter les ressources naturelles du territoire aux dépens des peuples qui y vivent déjà. La Nouvelle-France est une colonie comptoir. L'activité économique sert d'abord et avant tout à envoyer des ressources brutes à la métropole pour qu'elles soient transformées. Donc, comme tel, on ne parle pas encore de capitalistes propriétaires d'usines ou de manufactures. C'est des gens qui voulaient prendre les ressources premières pour les renvoyer en France et des commerçants. That's it, that's all. Les colonisateurs-colonisatrices s'allient avec certaines nations autochtones pour le commerce de la fourrure et pour la protection de la colonie contre la nation ennemie, celle des Iroquois, alliés avec les Britanniques. Les Françaises vont exploiter les conflits internationaux à leur avantage afin d'établir leur domination politique, économique et culturelle sur elles. Donc, ça c'est une super belle description des relations matérielles qui viennent guider les relations sociales. Donc, vu que les sociétés autochtones de l'époque avaient des avantages à faire le commerce avec nous, on a pu influencer leur politique intérieure pour leur dire de, genre, si vous voulez continuer à faire du troc avec nous, il va falloir que vous vous battiez contre les Iroquois qui sont alliés aux Britanniques. Puis ça, je trouve ça quand même important de le mentionner parce que avant notre arrivée, je veux dire, ça ne le dit pas ici, mais les relations entre tribus devaient être très, très, très différentes, sinon probablement paisibles, durables, de longue date, peu importe, ou distantes et d'attard. Mais nous, avec nos intérêts commerciaux, on a provoqué des conflits inter-tribus. Donc, ça commence déjà, l'influence de la lutte de classe, l'influence des intérêts matériaux, dans ce cas-ci, du roi et de la reine de France, en fait, du roi, je pense, à cette période-là. C'est important de garder ça dans la tête, que la vie politique est affectée par les réalités matérielles des acteurs économiques d'un certain contexte. Ces nations ont des rapports sociaux de production et d'échange très différents des Européens et Européennes. Les Haudenosaunee, peuple aux longues maisons appelés Iroquois, pratiquent l'agriculture de manière démocratique. Donc, ce n'est pas une société féodale au sens classique, même que c'est probablement même pas
at all une société féodale puisque c'est démocratique. Ce qu'on appelle parfois dans notre littérature le communisme primitif. Si jamais vous rencontrez ce terme-là, ça ressemble un peu à ça. Où est-ce que la tribu au complet partage les moyens de production de manière démocratique, mais c'est pas une situation d'industrialisation, c'est pas une situation de surplus, donc c'est pas exactement la même réalité que l'évolution socialiste après une période d'industrialisation capitaliste. De leur côté, les Inuits et les Cris ont une organisation plus hiérarchique liée à la chasse, la pêche et la cueillette. La division sexuelle du travail valorise le rôle et la tâche de chaque sexe. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie sexuelle au même titre qu'on peut le voir dans les sociétés capitalistes européennes à cette époque-là. Ou les sociétés féodales qui se dirigent vers le capitalisme tranquillement à cette époque-là. Le développement et la survie des Premières Nations sont dès lors entravés par le colonialisme. Oui, les Autochtones sont dépossédés de leur territoire, d'abord au profit des métropoles européennes, puis dans celui des nouveaux États des Amériques. Les guerres et les conflits entre les conquérants colonialistes, notamment français-françaises, anglais-anglaises, espagnols et portugais, engendrent des déplacements forcés, de l'esclavage, des épidémies et des génocides chez les Premières Nations. De 80 millions à la fin du 15e siècle, leur nombre chute à 5 millions, donc de 80 millions à 5 millions, au milieu du 17e siècle, puis remonte à 50 millions aujourd'hui. Au début du 18e siècle, le trois quarts de la population de la Nouvelle-France fait la culture de la terre. Des colons français, dont la plupart sont des prisonniers, des repris de justice ou des orphelines, vivent dans un état de semi-esclavage sous le pouvoir presque absolu d'un seigneur. Les seigneurs et les communautés religieuses ont aussi le droit d'avoir des esclaves autochtones ou d'origine africaine. Donc ici, j'aimerais souligner le fait qu'on est en train de voir des intérêts de classe contradictoires. On a des colons français qui sont des anciens prisonniers, des orphelins, orphelines, qui sont dans un état d'exploitation solide, de semi-esclavage, puis ils sont sous le pouvoir presque absolu d'un seigneur. Tandis que les seigneurs, eux, ont tout le pouvoir politique, ils ont des esclaves, ils ont les droits religieux, etc., etc., etc. Donc, il faut faire la distinction quand on dit les Français que c'est pas nécessairement genre la faute du colon français semi-esclave que la société avait l'air de ce qu'elle avait. Parce que ces gens-là, il n'y avait aucun pouvoir politique. Puis ce qui est triste, c'est que ces semi-esclaves-là, les colons français, si je me fie à la société moderne, ils reprenaient probablement l'idéologie de leur seigneur. Parce que c'est comme la situation matérielle crée l'idéologie. Donc, la société de classe étant construite de la manière qu'elle était, le pouvoir étant dans les mains des seigneurs, le pouvoir sur les moyens de production dans leurs mains, c'était leur idéologie qui était la plus importante, légitime, prescrite comme étant l'idéologie des puissants, donc ceux qui ont du succès, ceux qu'on veut émuler, ceux qu'on doit genre avoir pour avoir du succès dans la société. Tout comme aujourd'hui, il y a une idéologie pour les puissants que nous, en tant que travailleurs, on se fait demander d'intérioriser, comme par exemple, notre identité passe à travers notre consommation, on peut réussir à travers le travail fort, l'individualisme, c'est tous des exemples de choses qui ne sont pas à notre avantage, mais qui sont comme diluées dans notre système d'éducation, dans notre culture, pour représenter l'idéologie des grands possédants. Donc, c'est quand même intéressant de le voir à ce niveau-là, avant même que le capitalisme soit aussi moderne et développé qu'on le voit en ce moment. Le clergé catholique est très puissant en Nouvelle-France. Véritable petit État dans l'État. Il est constamment en conflit avec les administrateurs, gouvernement, intendants, fonctionnaires, pour le pouvoir et la domination de la population. Ces élites travaillent à instaurer un régime théocratique. Donc, ça c'est intéressant parce que l'Église comme telle n'est pas productive, je sais plus, d'un profit ou d'une situation matérielle quelconque. L'Église dépend soit de la population dans ce cas-là ou d'un gouvernement pour exister. Il
faut qu'il y ait des lois qui les laissent construire leurs églises, ne pas trop se faire taxer, que la religion ne soit pas discriminée, que ce soit la religion officielle de l'État. Donc, l'Église a des intérêts à faire du lobbying envers le gouvernement. Ça, c'est de un. Mais, puisque l'Église reçoit des fonds à travers leur action, leur Église à chaque semaine, à travers la population at large, et à travers les fonds de, j'imagine, la communauté religieuse internationale qui envoie des fonds à des églises qui en ont besoin, je dois imaginer que ça fonctionne un peu comme ça, ben, ils peuvent se donner le droit de résister aux administrateurs français de l'époque, les intendants, les fonctionnaires. Mais on va voir que ça aussi, c'est dialectique. Parce que si l'Église dépend de l'État pour survivre, comme on va le voir plus tard, ben dans ce cas-là, l'Église va vraiment plus représenter l'idéologie de la classe qui permet à l'Église de survivre. Donc ici, on voit que l'Église pousse pour plus de contrôle parce qu'ils peuvent se permettre de le faire. Mais plus tard, on va voir que la relation entre l'Église, la population et le gouvernement va comme flipper, va comme faire un 180 degrés. La conquête britannique. À son apogée, la Nouvelle-France étend son empire commercial et politique du golfe du Saint-Laurent au golfe du Mexique. Ce contrôle, en particulier sur les Grands Lacs, est un obstacle à l'expansion des colonies britanniques. À partir de 1754, la Grande-Bretagne, aidée par ses colonies anglo-américaines, mène la guerre de conquête. Elle se solde par la reddition de la Nouvelle-France en 1760. Le territoire est sous occupation militaire jusqu'au dénouement de la guerre de 7 ans en 1763. Donc, encore une fois, c'est pour avoir accès aux ressources, pour avoir le pouvoir d'exploiter le territoire et le peuple qui y habite, qu'il y a ces guerres-là. C'est important de mentionner ça parce que des fois, il y a des gens qui pensent que les guerres, c'est pour des raisons idéologiques. Ah, c'est contre l'islamisme, c'est pour la liberté, parce que c'est ça l'idéologie qu'on nous transmet dans les médias. Mais en fait, les guerres, c'est pour des raisons d'exploitation, c'est pour des raisons de profitabilité. C'est ça qu'on voit à cette époque-là aussi. Même si ce n'est pas dans ces termes-là qu'elles sont décrites dans nos médias de masse qui sont pour la plupart bourgeois et représentent l'idéologie bourgeoise, bien sûr. Le nouveau pouvoir britannique impose sa domination économique, politique et culturelle et religieuse sur le peuple de la nouvelle province de Québec. La conquête provoque la désintégration de la bourgeoisie commerçante francophone. Les petits marchands, les seigneurs et les habitants-habitantes sont ruinés par la guerre. Absolument, c'est nous qui payons, la classe des travailleurs. Ou la classe des colons en ce temps-là. Bref, les opprimés. Profitant de la situation, le clergé catholique se donne le rôle de porte-parole officiel des Canadiens et Canadiennes françaises auprès des conquérants. Oh, j'ai hâte de voir comment ça va aller, ça. L'Empire britannique permet l'essor de l'aristocratie cléricale, dont les ressources économiques sont basées sur la propriété foncière, donc la possession de terres et de terrains et d'églises. Cette élite réactionnaire canadienne-française est inapte au développement du capitalisme qu'elle rejette. Puis je pense que ça vient encore dans la description de leurs moyens de fonctionnement et de leur survie que j'ai faite plus tôt. Le capitalisme provoque une urbanisation. Donc ça veut dire que tous les gens qui vivent dans les régions vont vers les villes. Mais ça veut dire que l'influence de l'Église dans ces régions-là baisse. L'argent que l'Église s'accumule à partir de son influence dans ces territoires-là baisse. Et l'idéologie des gens qui se prolétarisent change aussi avec leurs conditions de matériel qui changent. Alors, c'est tout un changement qui s'opère dans la société, un changement qui complique la survie économique de l'Église, donc elle est naturellement contre une espèce de capitalisme qui se développe tranquillement pas vite. Mais ici aussi, on voit que l'Empire britannique permet l'essor de l'aristocratie cléricale. Donc c'est intéressant de voir que l'Empire britannique voit dans l'aristocratie cléricale des alliés potentiels s'il les laisse grandir et exister de cette manière-là. On va voir pourquoi et comment il les laisse faire comme ça. Concession au clergé. Ben voilà, c'est la réponse à la question. Les Britanniques autorisent le libre exercice de la religion dans une optique de collaboration avec l'élite religieuse. Ah, donc on vous donne ça, mais vous nous donnez quoi en échange? Avec l'acte de Québec en 1774, l'Empire impose une première constitution. Ah oui, imposition, ça c'est bien, c'est démocratique. Nope. Elle fait des concessions, entre guillemets,
qui maintiennent les Canadiens et Canadiennes françaises dans les structures féodales. Ah, mon Dieu, quelle générosité. L'utilisation du droit civil français est autorisée. La collecte de la dîme par l'Église est réinstaurée. Ah! Et les catholiques peuvent désormais faire partie de l'administration de l'État sans renier leur religion. Le pouvoir ne crée toutefois pas d'assemblée d'élus telle que le réclament les marchands anglais de Montréal. Ah, donc tu sais, quand on parlait des intérêts de la classe possédante plus tôt, ben, on commence à voir le germe de ça avec les marchands de Montréal, mais là, ils sont encore trop petits, donc ils ne sont pas capables de forcer le jeu dans leurs intérêts, fait qu'ils demandent, mais ils ne l'ont pas encore. La majeure partie de ces dernières favorise les Américains et Américaines et tente de gagner les habitants à la cause de l'indépendance américaine. Parce que l'indépendance américaine, c'est justement une expression de cette lutte de classe, mais à maturité. Donc, c'est les commerçants et les propriétaires américains qui veulent avoir contrôle sur l'exploitation de leur territoire pour en tirer profit à titre personnel, qui veulent l'enlever aux Anglais parce que c'est contre leurs intérêts de leur donner leur argent, la force de leur labeur, etc., puis de la production à l'Empire. Nous, on n'a pas encore ce pouvoir-là. Toutefois, aucun ralliement populaire ne s'organise derrière les rebelles américains. Mais non, parce qu'ils n'ont pas pu articuler leur rébellion à travers des intérêts qui bénéficieraient les colons et les travailleurs et travailleuses de cette époque-là. De l'autre côté, l'Empire, à travers le clergé, impose l'enrôlement des Canadiens français dans la milice pour se battre contre les Américains. Des émeutes éclatent contre les seigneurs qui pressent cet enrôlement. Les Américains envahissent la province de Québec jusqu'à la ville de Québec en 1776, puis sont vaincus et expédiés chez eux. Donc ça, c'est intéressant que euh, on se fait coloniser, mais à ce moment-là, on n'en a rien à faire de la rébellion des Américains. Mais c'est pas vrai qu'on n'en a rien à faire. Parce qu'on ne voulait pas rejoindre l'armée pour se battre contre eux. Ça veut dire qu'on avait quand même une certaine ouverture à leur vision anti-empire, dans le fond, anti-impérialiste. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant. L'arrivée des loyalistes anglais des colonies américaines. Les Américains déclarent leur indépendance en 1776, ce que l'Angleterre ne reconnaît qu'en 1783. Les sujets restés loyaux à l'Empire sont expulsés des États-Unis et arrivent en masse dans la province de Québec. Ouh, des forces anglaises pro-Empire, ça c'est bien pour les Anglais, ça. Le pouvoir britannique leur accorde un district séparé avec la tenure. L'Assemblée et les lois anglaises à même le territoire de la province de Québec. Donc, ils ont des méchants bénéfices parce que c'est des agents politiques de l'Empire anglais. La nouvelle constitution de l'Amérique du Nord britannique de 1791 divise le territoire de la province du Québec en deux. Le Bas-Canada, qui englobe le cœur de l'ancienne colonie de la Nouvelle-France, et le Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario. Les travaux de la nouvelle Assemblée du Bas-Canada se déroulent en anglais où les Anglo-Canadiens sont surreprésentés. Donc ça, je trouve ça super intéressant d'observer la relation entre la politique, l'État et la religion. Parce que même si, puis ça on peut le voir aujourd'hui, même si l'État fait des concessions pour acheter ton vote, puis on fait ça avec l'Église de l'époque, vous allez pouvoir faire votre dîme, liberté de religion dans le gouvernement, dans les postes de gouvernement, blablabla, bla, bla, bla. Il n'y a aucune concession sur la question du pouvoir politique. L'emprise est totale et sans équivoque de la part de l'Empire au Québec. Donc, dans le fond, l'Église s'est fait acheter pour jouer le jeu de l'Empire colonisateur auprès des Canadiens français de l'époque. Puis, on commence à changer la première relation que j'avais décrite, où est-ce que l'Église faisait résistance aux agents du gouvernement. Là, ça commence à changer. Les travaux de la nouvelle Assemblée du Bas-Canada se déroulent en anglais, oui, ça je l'ai déjà dit. Les Canadiens et Canadiennes françaises se retrouvent dans une position d'infériorité politique, même si ils forment la majorité de la population. Ben absolument, c'est ça le but. Malgré les efforts concertés de l'Église et des pouvoirs britanniques, qui travaillent ensemble, bien sûr, un mouvement d'opposition indépendantiste influencé par la jeune République américaine et française se développe en 1793 et 98. Puis je trouve ça important de mentionner que l'Église travaille avec les forces britanniques à ce moment-là,
parce que la survie de l'Église dépend de la coopération avec l'Empire. Donc, c'est tout dans leurs intérêts matériels de coopérer avec eux. Donc, l'Empire britannique a fait un bon coup d'acheter et de donner des concessions à l'Église. Les choses ont bien l'air d'aller. Les idées démocratiques radicales pénètrent les professions libérales, tandis que les paysans et les paysannes sont de plus en plus mécontents envers les seigneurs. Donc, ici, il y a comme une lutte de classe, mais à deux niveaux différents. Les professions libérales, c'est comme on disait, les propriétaires, les commerçants, les travailleurs et travailleuses du gouvernement. Pas les prolétaires. Ça, c'est pas des professions libérales. Ensuite, tu as les paysans et paysannes qui sont dans un système économique un peu parallèle mais différent. Mais eux sont aussi mécontents, mais pour des raisons différentes. Donc, les libéraux dans les villes sont mécontents parce qu'ils n'ont pas de droits démocratiques, ils n'ont pas de pouvoir politique dans leur propre société. Et les paysans et paysannes sont mécontents probablement parce qu'ils ne veulent pas continuer de se faire exploiter par leurs seigneurs. On va voir comment ça va créer euh, une espèce de collaboration de classe entre les libéraux de la ville et les paysans de la campagne pour former un mouvement de masse. L'essor de l'élite petite bourgeoise canadienne-française. La petite bourgeoisie, en fait, c'est ceux qui ont la philosophie bourgeoise, mais qui n'ont pas de contrôle sur les moyens de production. Donc, par exemple, aujourd'hui, on pourrait penser à, je sais pas, là, du monde qui travaille dans les ressources humaines. T'sais, ils vont répéter la théorie bourgeoise puis l'idéologie bourgeoise, même si eux sont loin d'avoir la possession sur les moyens de production. T'sais. Donc, ça, on appelle ça la petite bourgeoisie. Euh, Moi, personnellement, la différence entre petit bourgeois et non bourgeois, c'est si tu assumes le capitalisme dans ton analyse des luttes. Donc aujourd'hui, si tu regardes le mouvement environnemental, puis tout ce que tu vois, c'est des petites réformes ici et là, on va mettre les coins ronds, ben ça, pour moi, ça devient une philosophie petite bourgeoise, parce que ça avance la philosophie qui vient donner la légitimité et met toute l'idée des relations économiques dans la catégorie légitime, dans le sens qu'on n'en parle pas. On n'a pas besoin de la changer, on n'a pas besoin de la regarder, on n'a pas besoin d'y toucher. Ça, pour moi, personnellement, ça fait partie de la définition de petite bourgeoisie, de l'idéologie petite bourgeoise. L'idéologie bourgeoise, pour moi, est plus intense, plus agressive. Ça serait de dire qu'il faut privatiser, par exemple, la santé. Ça, c'est rare que la petite bourgeoisie va vouloir faire ça ou va pousser pour ça. Ça, c'est plus la bourgeoisie qui va faire ça. Puis ensuite, ben, les mouvements fascisants, mais ça, c'est une autre conversation. Durant les premières décennies du 19e siècle, la collaboration du clergé et des seigneurs avec l'Empire leur font perdre la confiance des masses. Ah, ça c'est intéressant. Une nouvelle élite locale francophone, ni commerçante ni possédante, donc ni bourgeoise, ni petite bourgeoise, se développe le long du fleuve Saint-Laurent. En moins de 10 ans, elle se retrouve à la tête de la coalition populaire du Parti canadien, qui deviendra le Parti patriote de 1826. Ce parti, dont Louis-Joseph Papineau est la figure prédominante, réclame principalement le gouvernement responsable, c'est-à-dire le rapatriement du pouvoir de dépenser à l'Assemblée élue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des croyances libérales. On veut la démocratie représentative d'une assemblée élue. On veut que les pouvoirs soient à cette assemblée-là, puis on veut que les libéraux soient là-dedans. C'est différent parce que les monarques n'aiment pas la démocratie comme nous on l'entend. Parce que pour eux, la légitimité de leur gouvernement provient du fait que le roi et la reine sont de représentants et représentantes de Dieu. Donc leur autorité doit être et rester suprême et toute autre autorité doit être secondaire. Les libéraux, eux, veulent leur propre contrôle sur la société à travers une assemblée élue. Le problème d'un point de vue ouvrier, d'un point de vue marxiste dans le fond, c'est que les travailleurs, les travailleuses et les couches exploitées de la société n'ont jamais un accès égal à cette assemblée élue. Parce que pour faire partie de cette assemblée-là, il faut que tu aies de l'argent, du temps, l'accès à l'éducation, l'accès à des alliés qui vont financer ta campagne, etc., etc., etc. Puis nous, la classe ouvrière, on ne veut jamais cet accès-là. On le voit même aujourd'hui avec Québec solidaire. Pour moi, c'est la preuve par son contraire.
tout ce qu'on peut faire avec la gauche, si on pousse vraiment fort, c'est un parti qui, dans le fond, n'a pas le support des médias, n'a pas le support de l'intelligentsia, n'a pas le support des capitalistes de notre société. Fait que Québec solidaire aura toujours comme ennemi l'argent puis les forces productrices de notre société au grand complet contre eux, ce qui inclut les médias. Donc, de penser que on va pouvoir avoir un parti de la gauche qui va gagner à majorité un gouvernement et un deuxième gouvernement après et un troisième, un peu comme le fait le Parti libéral puis les autres partis au niveau provincial, où est-ce que le Parti libéral a un gouvernement à majorité, un deuxième mandat, il perd un 4 ans, mais là, il va avoir à majorité. Jamais un parti de gauche pourra faire ça, justement à cause de la réalité matérielle et les relations commerciales du capitalisme. Cette petite bourgeoisie canadienne-française, principalement composée de professions libérales, vise à faire la révolution bourgeoise au Bas-Canada. Donc, on dit bien la révolution dans les intérêts de la bourgeoisie. Les luttes de l'Assemblée de 1800 à 1837 sont des tentatives de prendre le pouvoir de manière légale. Face à l'intransigeance et la répression de l'Empire, le projet patriote, originellement modéré, se radicalise. Donc, ils se rendent compte que s'ils veulent juste faire un mouvement réformiste, que ça ne marchera pas. La tendance républicaine, indépendantiste et anti-impérialiste devient majoritaire. Le parti établit des liens avec certaines factions révolutionnaires d'Irlandais et de colons britanniques du Haut-Canada. Trop faibles pour contester l'Empire elle-même, les élites canadiennes-françaises mobilisent les classes populaires sur un programme qui propose notamment la fin des privilèges et des discriminations, l'abolition du système seigneurial, la séparation de l'Église et de l'État et la fin du pouvoir colonial. Donc ici, on observe bien que la petite bourgeoisie, la bourgeoisie de l'époque, va aller chercher le support des paysans avec des politiques bonbons, que j'appelle. Pourquoi? Parce que tout comme avec l'Église qu'on parlait avant, il n'y a pas de place de pouvoir politique laissé à ces paysans-là. Les paysans, ils n'ont pas un siège à la table des possédants et de ceux qui ont le pouvoir politique. Ça veut dire que oui, on vous achète, mais nous, on garde le pouvoir pour nous, pour gérer la société dans nos intérêts, puis vous, ben, just too bad après si on décide de ne pas faire des choses dans votre faveur parce que vous n'avez aucun pouvoir politique. C'est un peu ça, la critique marxiste de la révolution bourgeoise. Quoique elle est progressiste, parce qu'on le voit bien ici que ça avance des politiques qui sont au bénéfice de la tranche de la population opprimée de l'époque. Donc, c'est du progrès pour eux, donc une raison légitime de se battre pour changer la société en faveur de la bourgeoisie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est rendu à la prochaine étape. Les intérêts de la bourgeoisie sont contre les intérêts des travailleurs et travailleuses, surtout quand on regarde ce que fait les intérêts bourgeois avec, admettons, la planète. Donc là, nous, il faut qu'on se batte pour nos propres intérêts contre les intérêts bourgeois. Le Bas-Canada est alors... Ah, je voulais simplement conclure avec le fait que on voit bien que dans le mouvement révolutionnaire bourgeois contient les contradictions qui viennent donner la force et la formation au socialisme moderne, qu'on explorera dans un prochain texte, camarade. Le Bas-Canada est alors peuplé d'une vaste paysannerie qui s'exode de plus en plus vers les villes où apparaît un embryon de prolétariat. Ah, la contradiction que je mentionnais. La naissance de la classe ouvrière québécoise et canadienne s'opère à l'occasion de la construction des canaux de la Chine et de Beauharnois. Le prolétariat naissant est constitué presque exclusivement d'immigrés et d'émigrés irlandais et irlandaises. Une deuxième phase de prolétarisation s'opère avec la construction d'industries le long du canal. La Chine dans l'ouest et dans l'est de la ville de Montréal. L'est de Montréal est composé de quartiers canadiens-français, qui sont probablement prolétarisés, ouvriers. Les rébellions patriotes, 1837-1838. Après avoir usé tous les leviers légaux, les patriotes tentent de prendre le pouvoir par les armes. Un mouvement de masse déferle sur le Bas-Canada en 1837 et 1838 contre l'Empire britannique et les collaborateurs du clergé. Papineau et les modérés fuient à l'étranger et affaiblissent le mouvement. D'autres patriotes réfugiés aux États-Unis sont toutefois très actifs et envahissent le sud du Bas-Canada en 1838.
Le soulèvement armé des patriotes du Bas-Canada, simultané avec ceux du Haut-Canada, sont violemment réprimés et défaits. Tu sais, quand je parlais plus tôt que le but des perspectives, c'est de prédire la réplique de ton opposition politique, ça aussi, ça en fait partie. Tu te bats contre un empire, donc comment est-ce que tu vas battre? Puis ce qui est drôle, c'est que même si je ne suis pas un maoïste, Mao au moins prédit une stratégie militaire pour genre gagner contre les forces militaires beaucoup plus grandes de l'époque, le Kuomintang. En fait, Mao, ce qu'il disait, c'est qu'il va falloir faire la guerre guérilla dans les villages. Il va falloir, ben, un peu comme le Vietnam a fait, dans le fond. Bref, tout ça pour dire que c'est une stratégie à l'époque qu'ils auraient peut-être pu considérer s'ils l'ont pas fait. S'ils l'ont fait, ben là, c'est cool qu'ils l'aient fait. Mais ils n'ont pas gagné. En tout cas, au terme du conflit, le gouvernement Colborne fait exécuter 12 patriotes qui ne figuraient pas parmi les chefs de la rébellion. Donc, il faut faire peur à la population. C'est un peu ça le rôle des pendaisons publiques. Pour dire aux gens, hey, si vous vous alliez avec les rebelles, regardez ce qui vous attend. Ça, c'est une stratégie de propagande relativement populaire dans les mouvements de guerre et dans les mouvements de rébellion. Surtout en Amérique du Sud, où il y a plusieurs pendaisons qui se sont faites, des villageois qui ont été trouvés ou qui se sont fait accuser d'être alliés avec des mouvements révolutionnaires quelconques. Après l'échec des rébellions patriotes de 37-38, la répression militaire britannique désarme et désorganise les éléments révolutionnaires, comme la FLQ, démocrates et libéraux canadiens-français, pendant plusieurs années. Donc là, la bourgeoisie, non, c'est même pas la bourgeoisie britannique, c'est plus les, comment je les appellerais bien? Les impérialistes. Hein? Les impérialistes britanniques font tout pour garder leur pouvoir et le droit d'exploiter nos terres à partir de l'Angleterre. La classe ouvrière embryonnaire n'est quant à elle pas assez consistante et organisée pour présenter une force sociale importante. Ben oui, parce que l'urbanisation, tu sais, c'est long. Puis dans ce temps-là, c'était seulement le début. Fait que, ouais, même s'ils s'organisaient, leur nom était trop petit. L'Empire accélère l'arrivée des colons anglais, écossais et irlandais afin de submerger et assimiler la nation canadienne-française. Donc, ça, c'est le pouvoir démocratique, voyons, comparé, non, c'est pas ça, relatif à ta grandeur et à ton nombre. Donc, en faisant de l'émigration écossaise, irlandaise et anglaise, ben, l'Angleterre diminue le pouvoir politique relatif des classes opprimées canadiennes-françaises. Pourquoi? Parce qu'il y a une division entre les Anglais et les Français à l'époque. Donc, quand on dit que la division, ça bénéficie ceux qui règnent, ben, on en voit un très bel exemple ici. Puis, je vous gage tout mon argent que cette division-là a été encouragée par des conditions matérielles. Que l'Empire anglais va donner des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions financières aux Anglais qui habitent au Québec que les Français. Pour que, quand les Français vont vouloir se battre, que les Anglais vont dire, ben attends une minute, là. Moi, je veux pas perdre mes privilèges, fait que je veux pas me battre avec les petits travailleurs français. Fait que bref, c'est tout comme ça que les politiques de division opèrent dans les sociétés capitalistes. C'est subtil, mais c'est comme ça. Les autorités britanniques confient à l'Église catholique canadienne-française les rênes culturels et sociaux du Bas-Canada. Oups, une autre tentative d'acheter notre Église pour légitimer l'État anglais. L'Église constitue la seule institution majeure dirigée par les Canadiens français. Pendant les décennies suivantes, le clergé atteint le paroxysme de son pouvoir avec le soutien inébranlable des autorités anglaises puis canadiennes. Donc, c'est une institution dirigée par les Canadiens et Canadiennes-françaises, mais qui n'a aucun pouvoir politique, puis qui est soutenue matériellement par les Anglais. Fait que, tu sais, c'est. En tout cas. La mainmise de l'Église inhibe, dans une certaine mesure, l'accumulation du capital par les Canadiens françaises et les détourne d'une carrière dans les affaires au profit d'une vocation religieuse. On l'avait lu plus tôt, l'aristocratie religieuse est contre le mouvement d'urbanisation qui vient avec l'éclosion de la production manufacturière de l'époque. Elle veut que les gens restent dans les campagnes. Donc, ça décourage pour aller dans une vocation religieuse, mais aussi parce que l'Église veut que les gens restent des paysans dans les régions, pas qu'ils aillent dans les villes, puis se fassent des manufactures, etc., etc. Puis ça, en passant, ça reste le cas avec Duplessis des années 1960, avant la Révolution tranquille.
Duplessis aimait pas l'influence des libéraux qui étaient représentés par les producteurs manufacturiers francophones qui se créaient dans les villes de l'époque. Puis Duplessis s'est battu contre ça. Donc ça fait partie prenante de l'aristocratie cléricale québécoise depuis l'inception de notre société. Tu sais. Une élite francophone commerciale et industrielle subalterne émerge toutefois autour de la construction du chemin de fer et de l'industrialisation. Ouais, mais comme pas vraiment de pouvoir à ce niveau-là, à ce moment-là non plus. Le Canada uni, 1840. Sur recommandation de Lord Durham, mobilisé pour enquêter sur le French Canadian Problem, c'est le fun, hein? On est un French Canadian Problem. L'Empire fusionne le Bas-Canada et le Haut-Canada avec l'acte d'union en 1840. Donc, on a vu plus tôt qu'il y avait eu des immigrations françaises, anglaises, écossaises, irlandaises pour diminuer notre poids politique relatif. Ben là, avec l'union du Bas et du Haut-Canada, notre poids relatif vient encore de perdre des plumes. Là, notre poids politique est encore plus petit qu'avant. Et ça va continuer comme ça jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que maintenant, je pense que l'Alberta a plus de gens que le Québec, quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'à la création de la Constitution, le Québec avec plus de juges sur la Cour suprême, je pense, parce qu'on avait plus de monde. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. Puis les Albertains se plaignent que leur influence sur la Cour du Canada est inférieure à celle du Québec, même s'ils ont plus de monde chez eux. Donc, c'est des réalités politiques réelles qui évoluent dans le temps, mais qu'on voit l'embryon des années 1840 et avant. Le gouvernement unique qui en résulte condamne la population francophone du Québec à un statut de minorité politique. C'était ça le but. Ils veulent garder leurs privilèges pour eux, donc ils dénigrent et ostracisent, je ne sais pas si c'est un mot anglais, c'est pas grave, un mot français, c'est pas grave, euh, les populations de gens qui n'ont pas accès à ces privilèges sur des raisons culturelles, mais dans le fond, n'importe quelle raison fait la job. Tant que tu peux leur, tant que tu peux avoir des raisons de ne pas leur donner leur bout du bâton, comme dirait l'autre. Les anciens chefs modérés du... Ah, ça fait une heure que je stream, c'est parfait. Les anciens chefs modérés des rébellions patriotes, dont Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte Lafontaine et Georges-Étienne Cartier, collaborent désormais avec le nouveau pouvoir. Ils sont élus au Parlement du Canada uni. Cartier et Lafontaine deviendront premiers ministres du Canada-Est. Ouais, mais, tu sais, dans des gouvernements comme ça, où est-ce qu'on n'a aucun pouvoir politique, puis qu'on se fait donner aucun pouvoir politique, quand tu vois des Canadiens français comme ça atteindre des positions de pouvoir dans le gouvernement, c'est parce qu'ils ont viré capot. C'est parce qu'ils ne sont pas une menace de un, puis c'est parce que de deux, leur plan politique n'est pas une menace politique pour le Canada anglais. Même que je dirais d'un point de vue de sciences politiques, que leur rôle dans le gouvernement, c'est de jouer un peu comme un piston pour relâcher la pression sociale. Tu sais. Il y a de la pression sociale qui s'accumule vers des peuples opprimés qui veulent faire des changements de société, ils veulent un changement politique. Donc, on leur donne une feuille de vigne pour dire symboliquement, tiens, vous avez un Canadien français à la tête du gouvernement, vous n'êtes pas heureux dans le Canada uni, gang? Puis là, il y a plein de gens qui disent, ah ben dans le fond, c'est pas si pire, on est représenté, ça va pas être trop pire dans le gouvernement. Démobilisation totale, puis ça tue le mouvement. Donc, au lieu d'attendre d'avoir un mouvement révolutionnaire, puis là c'est un gros problème, ben tu donnes une petite concession au début pour régler le problème à l'emblée, à l'entrée du gouvernement. T'sais. Fait que c'est quand même une bonne stratégie de la part de l'Empire. Bien que les Canadiens et Canadiennes françaises constituent environ 75% de la population du Bas-Canada, leur pouvoir politique et économique est entre les mains des Britanniques et des parvenus. Ce qui est super important de considérer parce que ça serait quoi? Si on parle du concept de justice, ça serait quoi un poids politique juste? Ben, ça serait que la société soit contrôlée avec genre 75% des voix attribuées aux Canadiens et Canadiennes françaises. Puis si on allait plus loin, ben, il y aurait des voix et des votes pour les populations autochtones qu'on n'en a pas parlé, mais qui habitent encore notre territoire, puis avec qui on a encore des relations commerciales, etc., etc., etc. Mais le bonbon, c'est, tu as un ou deux acteurs, actrices politiques qui font rien ou qui n'ont pas le pouvoir de rien changer dans ta faveur, mais c'est symbolique, donc tais-toi et assis-toi. La rébellion démocratique est un échec et les terres sont des possessions anglaises. Oups.
Plus d'un demi-million de Canadiens et de Canadiennes françaises émigrent aux États-Unis en 1837 et 1910. Les Canadiens et Canadiennes françaises représentent 50% de la population du Canada uni en 1840. Cette proportion baisse à 30% en 1914. Je suis pas mal sûr que c'est encore plus bas aujourd'hui. Donc, la stratégie a gagné de la part de l'Empire. By the way, je sais pas si vous le détectez dans mon ton de voix puis genre ma perspective, mais moi, automatiquement, quand on deal avec un peuple qui est opprimé politiquement, qui n'a pas de pouvoir puis qui se fait exploiter, ma réponse automatique, c'est il faut trouver une manière de mobiliser les gens opprimés pour s'affranchir de pouvoir politique, de prendre contrôle de leur propre société, puis là, d'atteindre la justice que j'ai mentionnée plus tôt, tu sais. Fait que je suis un peu sarcastique dans mes commentaires parce que c'est pas ça qui est arrivé. Puis vu qu'ils sont pas mis en lutte, ben l'exploitation s'est empirée d'année en année dans l'intérêt de la bourgeoisie puis de la monarchie anglaise. En 1849, le Parlement vote pour l'indemnisation des pertes subies dans le Bas-Canada lors des saccages de l'armée britannique 10 ans auparavant. De telles indemnisations ont été octroyées pour les fermiers du Haut-Canada 2 ans plus tôt. Donc les Anglais, ils ont eu l'argent déjà, mais les Français sèchent. Plus d'un millier d'Anglo-Canadiens descendent dans les rues de Montréal. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils sont frustrés d'habiter dans un endroit qui est populé, qui a une population de Canadiens français. Fait que par extension, ils se font piler dessus, genre. Mais eux autres sont comme, hey, c'est injuste, on le mérite. Fait que je trouve ça juste très, très ironique que des Anglais soient allés dans la rue parce qu'ils se font traiter comme les Français. Pillent et incendient le Parlement ainsi que les maisons des réformistes. Les gouverneurs canadiens-français qu'on a mentionnés plus tôt qui étaient là symboliquement. Le Parlement est déménagé à Toronto. Fait que, tu fais du bruit, ben, tu perds encore plus d'influence politique. Le pouvoir britannique concède le gouvernement entre citations responsable et colonial en 1853 sous les pressions des réformistes anglais. Donc là, c'est la classe bourgeoise anglophone qui pousse pour des réformes. Mais vu qu'eux ils sont culturellement proches en termes d'identité avec la classe possédante, la classe politiquement qui a tout le pouvoir, donc les Anglais, ben, ils sont capables d'aller trouver des réformes sous forme de coopération. Parce qu'eux, ils ont un siège autour de la table. Tu sais, le siège que je disais que plus tôt, on n'avait pas eu les colons français, que le prolétariat n'a pas. Ben, les libéraux britanniques de l'époque, ils en ont parce qu'ils représentent les intérêts des parvenus. Donc, il y a quand même des petites réformes dans leurs intérêts qui se font passer, comme le gouvernement responsable ici. Les droits seigneuriaux sont abolis. Ah, donc là, c'est le pouvoir total au mouvement libéral politique. Les seigneurs, ils n'ont plus aucun pouvoir politique parce que là, ils viennent de se faire couper en bas des genoux. Ils n'ont plus le droit d'avoir de l'argent. Ce qui, dans le fond, bénéficie les paysans, mais c'était en premier lieu pour réduire le pouvoir politique des seigneurs dans la société en les éliminant en tant que classe qui existe matériellement. L'Union permet au Haut-Canada de rattraper puis de dépasser le niveau de peuplement et de richesse du Bas-Canada. Donc le plan de l'Empire britannique continue de marcher. La bourgeoisie coloniale canadienne lutte désormais contre l'impérialisme anglais et le capitalisme des États-Unis. Ah, donc, tu sais, on parlait de dialectique, des forces qui produisent un résultat, ben, le, le, la bourgeoisie anglaise qui contrôle les manufactures, l'urbanisation, tout ça, ben, plus il y a d'urbanisation, plus il y a de gens qui travaillent dans les manufactures et des usines, donc l'industrialisation du Canada, plus il y a la création d'une classe de possédants anglophones au Canada, qui est en fait la bourgeoisie, et de par leur nombre, de par leur contrôle sur les ressources, peuvent faire revendiquer leurs propres intérêts dans le système politique. Et à ce moment-là, ben, ils se rendent compte que leur intérêt matériel est contradictoire avec les intérêts matériels de l'impérialisme anglophone et du capitalisme des États-Unis qui contrôlent les marchés canadiens. Donc, plus ils ont du pouvoir politique, plus ils vont commencer à se battre pour revendiquer leurs propres conditions matérielles, leurs propres intérêts, pardon. Mais, comme on va voir, les États-Unis, ils vont se battre pour garder leur emprise sur leur Canada.
sur le Canada, ce qui va continuer jusque dans les années, ben aujourd'hui, mais spécifiquement des années 70, quand le FLQ le mouvement est à son comble. Mais aussi, il va y avoir une réplique de l'impérialisme anglais qu'on va voir dans les prochaines lignes, j'imagine. Elle décide de se doter d'un marché national en imposant une fusion des colonies britanniques. Sans consultation populaire ni référendum, la bourgeoisie canadienne impose une constitution, l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 67. Donc, il faut bien comprendre que la fondation du Canada est faite pour satisfaire l'émergente bourgeoisie anglophone canadienne pour sécuriser leur contrôle sur les marchés intérieurs contre le capitalisme, le capitalisme américain et l'impérialisme anglais. Donc, de penser que le Canada, c'est une bande de Canadiens main dans la main qui ont formé un pays dans la démocratie, c'est absolument faux. Nos intérêts ne sont même pas considérés ici. On s'en fout du travailleur, on s'en fout des paysans qui restent, et je souligne que l'Église n'a vraiment aucun mot à dire là-dedans. Tout va bien? Tout va bien. La Confédération canadienne, 1867. La majorité en faveur de la Confédération ne s'est jouée que par une seule voix. Cette constitution. Ah, donc ça veut dire que la bourgeoisie, leur pouvoir était grandissant, mais ils ont réussi à faire voter ça vraiment sur le bord. Là. Il y avait vraiment une tension entre deux intérêts de classe différents. Cette constitution, qui n'inclut aucune revendication des révolutionnaires de 37-38, ben non, c'était pas des bourgeois, se construit contre les aspirations démocratiques et nationales du Québec et sans consultation des Premières Nations, parce que c'est pas des bourgeois. Encore une fois, le parlementarisme représente les intérêts bourgeois. Il n'y avait pas de bourgeoisie mature française à l'époque, puis il n'y a certainement pas de bourgeoisie mature dans les peuples autochtones, donc ils n'ont aucun siège au Parlement. C'est pour ça qu'on appelle ça la démocratie bourgeoise. Tu votes pour quelle bourgeoisie, quel flanc de la bourgeoisie va te représenter au Parlement. Près de 50 000 personnes manifestent contre la Confédération à Montréal, ville qui ne compte alors que 250 000 habitants. Ça, on le souligne pas assez souvent, que les habitants, on le savait que ça allait pas être à notre avantage. Puis, il y a quand même eu une action politique. 50 000 personnes dans les rues, c'est pas rien. Mais l'idée, c'est toujours de dire, ouais, mais si ta manifestation puis ta mobilisation marche pas, tu fais quoi? Puis les socialistes, ce qu'on dit, c'est, ben, tu utilises ton levier de force qui est sous ton contrôle en tant que travailleur. Donc, l'économie. L'ultime levier de force d'une société moderne, capitaliste, industrialisée, c'est de faire une grève générale illimitée. C'est de dire, personne rentre travailler demain, et à partir du moment où est-ce que tu fais ça, les capitalistes n'ont aucun pouvoir. Parce que toute leur machine sociétale ne fonctionne plus. Puis toi, tu as absolument tout le pouvoir de dire, si vous voulez qu'on rentre travailler, ça, c'est nos conditions. Puis ils n'ont absolument rien à dire. Ils ont tellement rien à dire que tu peux décider de rentrer travailler sans même que les boss soient d'accord. Parce que c'est toi les travailleurs. C'est toi qui peux ouvrir les portes, c'est toi qui peux conduire les camions, c'est toi qui peux opérer la machinerie. C'est un peu ça la vision du socialiste, c'est de se rendre compte que, ben voyons donc, les boss, c'est des parasites, on peut faire runner la société nous-mêmes sans eux. Puis leur pouvoir politique de bourgeois, de parlementarisme bourgeois, il n'y a aucune raison utile d'être là. C'est un peu ça les conclusions socialistes. Mais bref, on n'est pas rendu là encore. Près de 50 000 personnes, oui, ça j'ai dit. La fondation de l'État canadien en 1867 constitue une entité semi-indépendante, fortement liée à l'Empire. Bien, c'est sûr. Le caractère. C'est sûr parce qu'ils ont perdu le vote à un vote près, mais les intérêts matériels et la classe politique impérialiste existent encore et ont encore une influence, même s'ils ont perdu. Ils sont encore là. Fait que c'est une semi-indépendance. Bref, c'est comme ça que ça se manifeste. Le caractère monarchique anglais confirme l'hégémonie britannique et canadienne anglaise. Dans la tradition du divide and rule de l'Empire, le dominion canadien concède quelques droits aux francophones afin de fragmenter sa population en favorisant une partie de l'élite locale. Donc, on donne des avantages à une certaine tranche de la population qui vont devenir semi-riches et confortables. Et comme on l'a vu avant, ils se coupent de la solidarité avec les prolétaires du bas.
parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs bénéfices. Ils ont déjà un bon salaire, donc ils se disent pourquoi j'irais risquer ça, risquer ma job puis me retrouver sans abri. Et d'autant plus que l'idéologie bourgeoise est de dire que ben, si on partage la richesse, ben, vous qui faites un bon salaire, vous allez perdre votre bon salaire, puis on va tous devenir pauvres. Le communisme, c'est tous des pauvres. C'est une idéologie puis de la propagande bourgeoise, by the way. Les promoteurs canadiens-français de la Constitution de 1867, tels Georges-Étienne Cartier, tablent sur ces concessions qui prouveraient, selon eux, que la création du Canada permet de protéger le pouvoir des élites francophones. Des élites francophones. Donc, ils se font donner 10% du gâteau, ils se disent c'est mieux que rien, donc ils vont le prendre. Tout simplement. Il faut dire ici que les élites, à ce moment-là, ils n'ont pas le support militant des tranches populaires comme avant avec les paysans. Fait qu'ils n'ont vraiment pas de levier pour dire non, on refuse, puis on va aller prendre tout le gâteau pour nous. Fait que c'est un peu normal et on s'attend un peu à ce qu'ils acceptent le deal, comme dirait l'autre. Les Canadiens et Canadiennes français sont désormais en minorité permanente dans le nouvel État canadien. Yup. La Confédération, entre guillemets, canadienne est en fait un État d'exception permettant dans lequel le gouvernement fédéral possède des pouvoirs exorbitants. Donc le pouvoir politique des classes opprimées est encore moins significatif, encore moins pour les nations autochtones, dans le fond. Et on y arrive. La loi sur les Indiens en 1876. La loi sur les Indiens, créée en 1876, donne au gouvernement fédéral l'autorité exclusive de légiférer sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Ce régime de citoyenneté de seconde zone, d'apartheid, vise l'assimilation des Autochtones et les considère légalement comme des enfants mineurs. C'est important de se rappeler que MacDonald, un de nos premiers, sinon le premier ministre du Canada, dans ses speeches, ouvertement les appelait les sauvages. Puis quand on a construit le rail de train entre l'Est et l'Ouest, ben c'était notre politique publique de complètement éliminer les Autochtones de notre territoire, parce que tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est occuper du territoire qu'on pouvait exploiter, puis nous compliquer la vie quand on veut exploiter ce territoire-là. Le gouvernement, étant la représentation des intérêts bourgeois, va tout faire pour maximiser la profitabilité des compagnies qui vont faire l'exploitation de notre territoire, donc vont tout faire pour éliminer la menace, si on veut, des Autochtones contre le profit des capitalistes. Et dans ce temps-là, des impérialistes et du capitalisme américain, il faut le mentionner. Il permet de maximiser l'accumulation privée du capital à partir de l'exploitation des ressources naturelles des territoires autochtones ancestraux, voire aujourd'hui ce qui se passe avec la pêche en Nouvelle-Écosse, où est-ce que le gouvernement, pendant qu'ils se font brûler leurs camions puis leurs réserves, même s'ils font genre 2% de la pêche totale, parce qu'ils veulent faire mal aux intérêts des compagnies capitalistes canadiennes, la police montée est comme oh, ben on est entre les deux, là, puis on sait pas trop quoi faire, là, on sait pas trop comment intervenir, on n'a pas fait d'arrestation. Ça veut dire que la police supporte de manière passive ou active, dans le fond, la réplique violente des Canadiens et des capitalistes canadiens contre les colonies autochtones. Tandis que quand c'est les compagnies canadiennes qui veulent se battre pour tasser les Autochtones, le RCMP rentre dans le paquet avec du matériel armé, comme avec Wet'suwet'en, il arrête tout le monde puis il tire. Fait que c'est ça, le rôle de la police, c'est de représenter les intérêts du gouvernement canadien. Les intérêts du gouvernement canadien sont les intérêts de la bourgeoisie canadienne. Puis là, on voit le germe de ça dans le document qu'on est en train de lire. En 1892 est officialisé le système de pensionnat autochtone. Il s'agit d'un réseau d'institutions scolaires destinées à scolariser, évangéliser et assimiler les enfants autochtones en les déracinant de leur famille et de leur communauté. À bien noter ici que l'évangélisation, ça fait partie de la colonisation. Donc, quand tu suis l'Église, parce que l'Église fait partie de l'appareil étatique de contrôle de l'idéologie, ben c'est bon pour l'État. Donc, l'Église est le bras de l'État dans le management de la société des opprimés, si on veut. Il leur est interdit de parler leur langue ou d'exprimer leur culture propre. Plusieurs enfants y subissent des violences physiques et des abus sexuels. Les conséquences psychologiques chez ces enfants sont multiples. Perte de repères identitaires, absence d'affection parentale, mal de vivre, etc. Environ 150 000 enfants sont forcés d'aller dans ces pensionnats de 1820 à 1969.
Le dernier pensionnat ferme ses portes en 1996 en Saskatchewan. Donc, pour 90% de l'histoire du Canada, on était un État avec une politique publique affirmée de carrément élimination de la culture et des peuples autochtones. Faut le faire, hein? Mais sur Tinder, il y a plein de monde avec des drapeaux canadiens dans leurs photos. Ça, c'est des swipes vers la gauche. C'est des noms. Le nationalisme de l'élite canadienne-française. Ouh! L'idée maîtresse du nationalisme des élites canadiennes-françaises est celle d'obliger le Canada à reconnaître les Canadiennes françaises, Canadiens-français, comme un peuple fondateur égal. Donc, on s'entend que c'est les élites possédantes libérales qui veulent exactement la même chose que les élites canadiennes libérales capitalistes. Parce que la fondation du Canada, c'est une manœuvre politique pour sécuriser les marchés ou le contrôle des marchés pour une élite canadienne anglaise. Ben, les élites canadiennes, françaises veulent exactement la même chose. C'est juste qu'ils veulent pour leur propre territoire, qui a une fondation culturelle quelconque. C'est quand même relativement important de souligner que le PQ, avec genre la plus récente élection de Pierre-Carl Péladeau, un antisyndicalisme, un antisyndicaliste, tu sais, genre euh, célèbre et funèbre dans le fond, fait encore la promotion des mêmes intérêts matériels qu'on voit dans ces années-là, en 1885. Donc, encore une fois, c'est la représentation des intérêts bourgeois, dis-je, dans le Parlement. Cet espoir est mis à mal lors de la crise entourant la pendaison de Louis Riel en 1885. Les énormes protestations au Québec aboutissent à l'élection du premier gouvernement nationaliste de la province de Québec en 1887. On dit bien gouvernement nationaliste bourgeois. Donc, ils veulent simplement sécuriser le capitalisme canadien-français, les libéraux canadiens-français, les bourgeois canadiens-français. Je pense que je l'ai assez dit. Le fossé se creuse à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec l'interdiction des écoles francophones dans plusieurs provinces. Avec la politique nationale adoptée en 1879, l'économie politique d'accumulation capitaliste canadienne aboutit au développement d'une industrie manufacturière orientée vers le marché intérieur. Les ressources naturelles extraites des terres saisies aux Autochtones, bien sûr, sont exportées via le chemin de fer du Canadien Pacifique. La machinerie et les biens perfectionnés sont importés des puissances capitalistes avancées. La main-d'œuvre qualifiée vient de Grande-Bretagne, dis-je. Les agriculteurs et agricultrices viennent d'Europe centrale et de l'Est, tandis que la main-d'œuvre bon marché est composée de Canadiens, Canadiennes, Françaises. Encore une fois, on fait la promotion de la division de la classe à travers l'obtention de privilèges très, très, très dirigés vers le haut sur des bases culturelles pour maintenir la stabilité politique d'un territoire. Puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que ça devrait commencer à être évident pour tout le monde à ce point-ci du texte que l'idée que hey, si tu travailles fort, tu as autant de chances que n'importe qui d'autre, c'est fondamentalement ignorer l'effet qui est organisé et voulu d'un contrôle politique des privilèges économiques de notre société. Puis, ces privilèges-là sont ordonnés sur ce qui est à la mode, ce qui est en vogue à ce moment-là, que ce soit culturel, religieux, sur la couleur de peau, sur l'âge, sur t'es marié ou non, etc., etc., etc. Tu sais, au Rwanda, ils ont créé une séparation de race là où il n'y en avait pas. Puis même leur séparation était boboche, dans le sens qu'ils disaient, ils ont fait un test pour trouver s'il y avait des différences raciales visibles. Ils n'en ont pas trouvé, mais ils en ont créé une pareille. Tu sais, c'est vraiment artificiel. Puis aujourd'hui, les gens sont comme, les Anglais sont de même, nous autres, on est de même. Non, 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 non. On a des intérêts de classe similaires. Les deux populations, au niveau du prolétariat, on est exploités à l'os. Puis il faut travailler ensemble comme une classe ouvrière mondiale. C'est ça la suite logique de comment on se bat pour gagner. En théorie, les capitalistes canadiens, canadiennes, françaises peuvent aussi bénéficier de l'exploitation capitaliste. Ben, pas qu'en théorie. Des bourgeoisies régionales se développent au Québec. Certaines réussissent à s'imposer face au monopole de Toronto et Montréal dominé par l'élite anglo-canadienne. Ouais, mais ils ne contrôlent pas la majorité du marché et ne sont pas proches de le faire. Toutefois, la quasi-absence de soutien financier et politique les relègue à un rôle subalterne. Exactement. Tu sais, les Anglais, ils ont le contrôle du gouvernement et du capital productif que le gouvernement peut financer.
Fait que toi, tu es désavantagé. En tout cas, bref, la domination massive. Oh, by the way, c'est la même chose pour les coops. Éventuellement, il va falloir lire ces coops. La domination massive du capital anglo-canadien au Québec crée une situation où la structure des classes sociales recoupe presque entièrement la composition ethnique et linguistique. La répartition 80% francophone, 20% anglophone au sein de la population s'inverse au sommet de la pyramide sociale et au sein du grand capital. L'oppression nationale des Canadiens et Canadiennes françaises permet l'embourgeoisement de la communauté anglophone et la prolétarisation des francophones. À noter aussi ici que l'idée de la représentation des minorités d'un poste économique est articulée de manière libérale, parce que tout ce qu'on veut, c'est des réformes symboliques. On veut qu'il y ait des gens racisés dans certains endroits visibles. Mais qu'il faut comprendre que, de un, la ségrégation est politique et a une fin en soi. Donc, c'est politique dans le sens qu'il y a un objectif clair de ségrégation de la classe ouvrière là-dedans. Et que de deux, c'est quand même surprenant de considérer que l'idée de représentation a quand même une perspective marxiste de classe. Dans le sens qu'on le voit bien ici que le 80% francophone, 20% anglophone, 80% anglophone contrôle des business, 20% francophone. Si tu es pour avoir une représentation euh, proportionnelle vis-à-vis de la population, ben, ça devient presque anticapitaliste de considérer cette manière-là de gérer la société, dans le sens que tu considères les intérêts d'affaires, les intérêts économiques de manière démocratique. Mais la minute que tu fais ça, c'est anticapitaliste, puisque le capitalisme priorise avant tout la profitabilité, le profit au privé. Tandis que nous, ce qu'on veut, c'est la démocratisation de l'économie pour représenter la société telle qu'elle est. Fait que c'est juste un petit aparté que je voulais faire entre genre, bref, les théories qui sont en ce moment libérales ou petites bourgeoises, dans le sens qu'ils n'ont pas une analyse de classe ouvertement, de classe et qui ne font pas appel à l'abolition du capitalisme et à la formation du socialisme, mais qu'il y a dans ces revendications-là des perspectives potentielles marxistes, révolutionnaires. Bon, on continue. La naissance du mouvement syndical. La violence de l'exploitation industrielle fait émerger le mouvement syndical durant la deuxième moitié du 19e siècle. Les secteurs les plus opprimés du prolétariat canadien-français s'organisent. Ce développement exprime le caractère combiné de l'oppression nationale et de l'oppression économique. La répression des patrons et des gouvernements contre le mouvement syndical est brutale. Ben oui. Les soldats tuent souvent les grévistes parce que le syndicat représente les intérêts du prolétariat. Le prolétariat qui n'a aucun droit politique dans une société capitaliste. Mais les syndicats, c'est la représentation d'une menace de prise de pouvoir du prolétariat. Donc, les soldats qui sont au service du gouvernement, des bourgeois, vont se battre du côté des patrons pour, genre, pour éliminer les syndicats, dans le fond. Parce que c'est ça leur job. Continuons, camarades. Le mouvement syndical se renforce au début des années 1870. Les luttes du mouvement des 9 heures dans les grands centres urbains canadiens aboutissent à la première victoire du mouvement syndical. La loi des unions ouvrières de 1872 qui décriminalise les syndicats. Toutefois, la loi n'oblige pas les employeurs à reconnaître les unions ouvrières et à négocier des contrats de travail. La reprise économique de 1869-1883 crée un contexte favorable à la résurgence du mouvement ouvrier organisé à travers tout le Canada. Les Chevaliers du Travail, organisation fondée aux États-Unis en 1869, s'implantent au Canada en 1881. Elle joue un rôle primordial dans le mouvement ouvrier canadien. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'émergence et la prolétarisation de la population canadienne-française, parce que de plus en plus, elles habitent dans des villes, travaillent dans des usines, elles deviennent travailleuses, elles vendent leur force de travail. Donc, plus elles sont nombreuses, plus il y a un potentiel de résistance politique. Parce que si toi, tu es 10 dans une shop à travers le Québec, tu n'as pas grand pouvoir tout seul. Mais si 80% de la population travaille dans les usines, puis il y a les mêmes intérêts, ben c'est facile de faire un mouvement politique avec ça. Si les syndicats coordonnent entre eux le mouvement social.
Donc, à travers le capitalisme résident des contradictions qui viennent donner euh, la, la- la- la recette vers la prise de pouvoir politique du prolétariat. Parce que le capitalisme accrue la richesse vers le top de plus en plus petite. Plus le capitalisme devient efficace, plus les usines englobent de plus en plus de travailleurs et les propriétaires privés réduisent en nombre, ce qu'on appelle les tendances monopolistiques du capitalisme. Il y a de plus en plus de monopoles. Quand tu as de plus en plus de monopoles, tu as de plus en plus de prolétaires, ça devient en théorie de plus en plus facile de s'unir pour prendre le pouvoir parce que tu es de plus en plus nombreux. En tout cas, bref, on continue la lecture. La fin du 19e siècle est marquée par les débuts de l'action politique ouvrière et l'apparition de plusieurs groupes socialistes au Québec. En 1888, Alphonse Télesphore Lépine, un candidat ouvrier indépendant organisé à travers les Chevaliers du travail de Montréal, est élu au Parlement d'Ottawa. D'autres candidats, soutenus officiellement par des syndicats internationaux, sont élus au Parlement de Québec en 1889 et à la ville de Montréal. Ces députés sont peu à peu intégrés dans les partis de la bourgeoisie. Ça, c'est pas bon. Et d'autant plus que il ne faut pas qu'il y ait de gauchistes au Parlement, donc leur influence va être très, très, très petite et tout le monde va se battre contre eux pour qu'ils quittent, puis qu'ils partent, puis qu'on ne les revoit plus. En tout cas, c'est ce que je prédis. Dès 1892, le Congrès des métiers de travail et du travail du Canada, le CMTC, débat d'une proposition visant à créer un parti ouvrier lié aux organisations syndicales. Donc ça, c'est un petit peu l'aboutissement logique et la prochaine étape sur l'échelle de l'expression politique de la classe ouvrière. Donc au début, dans la classe ouvrière qui est toute nue. Après ça, tu t'assembles ensemble et tu dis, hey, ça serait cool qu'on travaille ensemble vers des intérêts communs, ce qui est à travers des syndicats. Puis après ça, quand les syndicats se rendent compte qu'ils ont tous des intérêts communs, ben là, ils peuvent faire un parti politique. Parce que la job des syndicats, c'est de faire la représentation des intérêts économiques de la classe des travailleurs à travers les multiples places, endroits de travail. Mais la job d'un syndicat, c'est pas nécessairement d'être un parti politique. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'une création d'un parti politique qui est basé sur les intérêts des travailleurs et travailleuses, qui est fortement influencé par les employés syndiqués et les syndicats eux-mêmes, dans un contexte où les syndicats représentent les intérêts des travailleurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on a des administrations syndicales petites bourgeoises qui ont des avantages différents de ceux des travailleurs et qui veulent représenter les intérêts de leur patron parce qu'ils veulent ce qu'on appelle la coopération de classe. Ils veulent que la job se fasse dans la paix et la collaboration, dans le fond. Ça, c'est pas bon pour nous parce qu'ils capitulent sur des luttes possibles qu'on pourrait gagner et avoir des meilleures conditions matérielles pour notre existence dans notre société. Mais c'est pas le cas parce qu'on donne de l'espace aux patrons qui s'enrichissent sur notre exploitation. C'est le fun. Dès 1892, le Congrès. Ah, ça, je l'ai dit. En 1999, plusieurs clubs ouvriers et syndicalistes créent le Parti indépendant ouvrier, première mouture du Parti ouvrier. Le CMTC délègue d'office des représentants à sa direction. Un candidat ouvrier, Alphonse Verville, est élu à la Chambre des communes en 1906. Les socialistes autour d'Albert Saint-Martin figurent parmi les fondateurs du Parti ouvrier. En parallèle, ils mettent sur pied la section québécoise du Parti socialiste du Canada en 1904. Aidés par un club anarchiste juif, les membres du PSC organisent pour la première fois la manifestation de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai 1906 à Montréal. Mentionner que les anarchistes ne sont pas super down avec les partis politiques. À cette époque-là, oui, mais de manière plus moderne, non. Pourquoi? Parce que eux, la plupart du temps, surtout avec la IWW, considèrent que le syndicat, c'est la force politique finale, que la révolution et la prise de pouvoir se fait à partir des syndicats et non à partir d'un parti politique. Tandis que nous, ce qu'on argumente, entre autres, c'est de dire que l'expérience politique se fait à partir du parti politique pour la prise éventuelle du pouvoir. Puis cette expérience-là ne se fait pas nécessairement à partir de syndicats. Les syndicats, ils n'ont pas d'expérience dans la gérance politique d'un pays. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'un parti politique à l'intérieur du capitalisme, c'est bourgeois, donc l'expérience n'est pas légitime, mais bref, nous, ce qu'on dit, c'est rien qu'à regarder la Révolution russe de 1914, 1916, 14, pour voir que c'est notre argumentaire qui est représenté dans l'expérience de la classe ouvrière. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même un débat de théorie entre les anarchistes et les socialistes. Puis, bref, c'est intéressant de le lire et de se renseigner là-dessus. L'année suivante, la direction du Parti ouvrier les dissuade de recommencer, craignant la répression. Les socialistes organisent tout de même la manifestation, durement réprimée, et sont expulsés du Parti ouvrier. Ah!
Donc, la bisbille entre les socialistes et les anarchistes, puis la direction. Les tensions entre les directions syndicales et les éléments plus socialistes perdurent durant les décennies suivantes. Oui, si tu veux avoir une direction syndicale qui est militante, il faut que cette direction-là ait le même salaire que ses employés, donc le salaire moyen de ses employés qu'elle représente, et que ça soit vu comme un sacrifice. Si c'est une job qui paye plus cher avec des bénéfices que les employés n'ont pas, la direction syndicale va tout faire pour préserver son pouvoir, y compris collaborer avec le boss, et tout faire pour enlever et contrer la mobilisation de la base, parce que ça, c'est des forces politiques qu'ils, elles, ne contrôlent pas, donc qui peuvent potentiellement les remplacer s'ils deviennent populaires, puis si la majeure partie des membres participent. Donc, on peut imaginer un mouvement des membres qui s'organise autour de certains organisateurs et organisatrices. Bien, si ce mouvement-là devient de masse, bien, ces organisateurs et organisatrices sont dans une position très, très, très privilégiée pour gagner une élection vers la tête des syndicats, ce qui serait totalement normal parce qu'ils sont populaires, ils ont le leadership, ils ont les connaissances, puis ils sont prêts à faire la lutte. Ah, donc ça veut dire que c'est des menaces pour les directions qui sont collaboratrices. Donc les directions collaboratrices vont tout faire pour se battre contre la militance de base. C'est des contradictions à l'intérieur des syndicats qui sont très, très, très compliquées et difficiles à contrer. Parce que de travailler contre les directions, ça veut dire que les directions vont tout faire pour pas que toi tu sois capable de faire ta job. C'est rough, mais c'est les réalités de terrain, puis il faut être imaginatif dans notre approche. En 1933, les sections montréalaises du Parti ouvrier intègrent la coopérative Commonwealth Federation, CCF. L'opposition au militarisme canadien. Le Dominion canadien sert de supplétif pour les guerres de l'Empire britannique. Les Canadiens françaises s'opposent à ces aventures militaristes par anti-impérialisme. À l'occasion de la guerre des Boers, des confrontations éclatent entre étudiants et étudiantes anglophones de l'Université McGill et ceux francophones de l'Université Laval à Montréal. Parce que la petite bourgeoisie anglophone qui existe à McGill à l'époque et la petite bourgeoisie francophone qui existe à l'Université Laval à l'époque avaient un caractère nationaliste différent. Le nationalisme anglais, ça s'exprime à travers un Canada uni. Le nationalisme francophone s'exprime à travers un Québec libre. Donc, quand les Anglais veulent aller en guerre, les francophones, on ne veut rien faire là-dedans, parce que ça ne nous concerne pas. Puis, ça s'est exprimé entre les éclatements des étudiants. La raison pourquoi je dis que c'est des tranches de la petite bourgeoisie, c'est parce que les universités représentent souvent l'idéologie libérale de l'époque, ou bref, l'idéologie de la société dans laquelle le système d'éducation est présent, de un, et de deux, c'est souvent les étudiants les mieux nantis qui proviennent de familles petites bourgeoises, qui sont plus riches, plus confortables, qui peuvent se donner le luxe d'aller à l'université, dans l'éducation supérieure. Donc ça, c'est comme deux raisons pourquoi on retrouve plusieurs tranches d'étudiants de petites bourgeoises radicales. Elles sont suivies d'arrestations de masse et de perquisitions. La loi martiale est imposée. L'armée fédérale intervient et tue 4 personnes dans les rues de la Basse-Ville. Donc, le FLQ, c'est pas la première fois que l'armée vient tuer du monde dans nos rues. Pourquoi? Parce qu'on s'exprime, notre petite bourgeoisie exprime son désir de contrôler ses propres marchés, qui est une menace politique envers le capitalisme anglophone. Le nationalisme conservateur, dit bourgeois, dans le fond. Au tournant des années 1920, un courant nationaliste ultra-conservateur dominé par le clergé conteste la domination du fédéral sur la politique québécoise. Il débouche sur l'élection de l'Union nationale de Maurice Duplessis en 1936. Duplessis consolide le pouvoir répressif du clergé et instaure un État quasi-policier. Son nationalisme, basé sur l'identité québécoise, sépare les luttes nationales des luttes sociales. Duplessis offre au rabais l'exploitation des ressources du Québec aux capitalistes des États-Unis. Pourquoi? Parce que Duplessis avait comme objectif de contrer le capitalisme anglophone qui avait un contrôle politique sur le Québec, donc il était prêt à donner des relations d'affaires aux capitalistes des États-Unis parce que de un, ça enlevait ces relations d'affaires-là aux capitalistes anglophones, donc moins de poids économique au Québec, et de deux, les capitalistes aux États-Unis, il n'y avait pas une position politique menaçante pour Duplessis à cette époque-là.
Durant cette période, l'État fédéral concentre ses ressources pour développer l'économie de l'Ontario dépend de celle du Québec. Oui, parce que c'est... Bref, en augmentant la puissance relative de l'Ontario, ça diminue la puissance politique du Québec. L'Ontario devient le centre de l'industrie lourde et du secteur financier. Ce processus aboutit à une plus grande intégration du capitalisme canadien à celui des États-Unis, dont l'influence supplante celle de l'Empire. Avant et après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme au Québec se caractérise par l'exploitation économique américaine et la domination politique anglo-canadienne. Le premier règne du nationaliste ultraconservateur Maurice Duplessis, de 1936 à 1939, inaugure la Grande Noirceur. Cette époque se caractérise par un libéralisme économique débridé et engendre une dépendance économique vis-à-vis des États-Unis. Parce que quand tu donnes un pouvoir économique à une entité, ben, le politique n'est pas loin derrière. Parce que quand tu as un pouvoir économique, tu peux dire, ben, si tu ne veux pas que je ferme mes usines chez toi, ben, tu es mieux de ne pas passer cette hausse de taxes ou tu es mieux de ne pas faire cette loi sociale, blablabla, bla, 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 sinon j'enlève mes usines. Ce que Jeff Bezos il a fait à Seattle avec nos tentatives de taxation pour faire des logements sociaux. Si vous voulez, vous pouvez lire sur notre site internet alternativesocialiste.org des articles sur Shamasawa. La Grande Noirceur. Reporté au pouvoir en 1944, le régime duplessiste, proche de ceux de Mussolini et de Franco, est foncièrement antisyndical et anticommuniste. Ben oui, c'est sûr, parce que lui, en tout cas. Durant les années 40, le procès truqué et l'emprisonnement du seul candidat communiste élu à la Chambre des communes, Fred Rose, inaugure la guerre froide. Tu sais, quand je disais que le Parlement est une institution bourgeoise, puis que n'importe quel représentant de la classe ouvrière va se faire cracher dessus, puis ignorer, ben ça, c'en est un exemple. Des grèves ouvrières sont violemment réprimées par la police qui tue plusieurs grévistes. Sorel, 37, Asbestos, 49, Louisville, Dupuis, Frères, 52, Murdochville, 57. Après 1945, l'Empire américain prend toute la place laissée par la dislocation de l'Empire britannique. La prolétarisation et l'urbanisation entraînent des changements dans la composition des classes populaires. La classe ouvrière se développe dans des nouveaux secteurs, en particulier dans celui des services. La, entre guillemets, modernisation de l'État. Après la mort de Duplessis, de nouvelles factions bourgeoises québécoises émergent grâce au développement de l'État. Encore une fois, le contrôle, ces leviers de production économique forment une tranche de la population qui a ses propres intérêts politiques. Et plus tu contrôles sur l'économie, plus tu as un poids politique qui augmente d'envergure. Donc, quand l'État se modernise, il y a des nationalisations. Une nationalisation, dans le fond, c'est un accroissement de la force politique de l'État. Parce que si, mettons, tu as le capitalisme américain au Canada, au Québec en particulier, ben là, le capitalisme américain a plein d'influence sur notre gouvernement à travers son activité économique. Quand tu fais des nationalisations, tu élimines ça au complet en faveur du gouvernement local. Dans ce cas-là, le gouvernement québécois. Mais le gouvernement québécois est contrôlé par la bourgeoisie canadienne-française, québécoise à cette époque-là. Fait que ça vient aider la bourgeoisie canadienne-française, etc., etc. Cette nouvelle bourgeoisie utilise les marchés publics pour favoriser les entreprises québécoises, comme Bombardier, SNC, Lavalin, Desjardins, etc. Ces nouvelles élites, ces nouvelles élites francophones portent au pouvoir le Parti libéral du Québec. Oui, parce que le Parti libéral du Québec représente le réformisme canadien-français capitaliste à l'intérieur de Canada uni. En 1960, sur la base d'un nationalisme axé sur la modernisation de l'État, le gouvernement libéral institue une assurance hospitalisation, amorce une réforme de l'éducation, exemple, création des cégeps et des universités du Québec, nationalise les entreprises d'hydroélectricité et intervient activement dans l'économie. À titre comparatif, l'Ontario a nationalisé l'hydroélectricité en 1905. Donc, quand tout ça n'était pas nationalisé, ça voulait dire que le contrôle politique du Québec était délaissé à d'autres entités que les Québécois, canadiens et donc capitalisme canadien, capitalisme américain. Quand on nationalise tout ça, on rapatrie le contrôle vers notre gouvernement, bourgeois, mais gouvernement pareil. Puis c'est drôle parce que les anglophones dans le Canada, ils avaient déjà fait ça faisait longtemps. Parce que ça fait longtemps que le capitalisme anglophone avait de un contrôle leur propre gouvernement, vu que c'est leur propre gouvernement, et de deux voulait se battre contre les influences du capitalisme américain. Donc la nationalisation pour le Québec, pour le Canada anglophone, s'est fait beaucoup plus tôt que nous. Mais les intérêts sont les mêmes, c'est juste.
exprimée à travers des relations sociales différentes. Donc, nous, c'est francophone, nous autres, c'est anglophone. Cette nouvelle forme de nationalisme court-circuite une fois de plus l'accumulation capitaliste pan-canadienne désirée par la bourgeoisie anglo-canadienne. L'État canadien entreprend des réformes en relançant les politiques de bilinguisme, de multiculturalisme et l'intégration des francophones dans l'État fédéral. Pourquoi? Parce que le libéralisme canadien-français ne peut seulement acquérir le momentum politique pour avoir le contrôle du gouvernement à travers des mesures politiques symboliques, mais populaires. Par exemple, protection de la culture, protection de notre langue, français, 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 etc., etc., etc. Le Canada, en voyant ça, en voyant les intérêts des capitalistes canadiens-français se faire représenter par l'État québécois, vont dire, OK, il faut couper le support politique à ces partis nationalistes-là. Puis la manière qu'on va faire ça, c'est qu'on va donner des feuilles de vigne symboliques aux Canadiens à travers pour montrer que les Québécois français sont le bienvenu dans le Canada. Mais encore une fois, ça ne change rien à la situation matérielle des Canadiens français et québécois, dans le fond. Et de deux, ça ne les invite pas à la table politique. En fait, ça, c'est fait pour être sûr qu'ils ont le moins de pouvoir politique possible. C'est ça qu'il faut faire attention quand on deal avec le réformisme. C'est que ce qu'on réussit à faire à travers le parlementarisme va représenter les intérêts bourgeois. Puis toi, c'est comme l'écho de ces intérêts-là. Tu sais, c'est pas directement tes intérêts, mais genre, le trickle-down, c'est comme ça qu'il se produit. Enfin bref, on continue. La vague nationaliste traverse également la classe ouvrière québécoise qui subit l'oppression nationale bien davantage que ses élites. Donc les élites sont contentes, le Parti libéral québécois est content, mais pas la population at large. En 61, le revenu des Québécois est au bas de l'échelle, devant celui des Autochtones, mais à l'égalité avec celui de d'autres groupes ethniques comme les Italiens, les Portugais, point barre. Portugaises aussi, italiennes aussi, excusez, je ne lis pas tout le temps au féminin, c'est difficile à lire. Dans le fond, je veux seulement lire au féminin. C'est ça ma politique. Les personnes d'origine britannique ou juive trônent loin en haut de l'échelle des revenus. Après 1960, les luttes syndicales dans le secteur public qui naît et grandit rapidement permettent d'améliorer le salaire et conditions de vie aux Québécois. La pression nationale que les travailleurs et travailleuses du Québec subissent, discrimination linguistique, taux de chômage plus élevé, salaire inférieur pour le même travail, difficulté d'accès à l'éducation, etc., favorise le développement d'une conscience de classe. Plus que jamais, le mouvement ouvrier québécois réalise qu'il doit mener la lutte à l'oppression nationale à partir de ses propres intérêts, de ses propres objectifs et de sa propre base. Donc, c'est un super bon texte que j'adore, mais ça introduit l'idée que le socialisme au Québec et l'indépendance du Québec sont comme main dans la main. Parce qu'il va falloir articuler notre existence politique à travers notre séparation de l'État canadien. Parce que d'une manière réaliste, il faut accepter le fait que, historiquement, jamais le Canada n'a voulu nous laisser l'espace politique légitime et juste. Même au contraire, le Canada a tout fait pour réduire le plus possible, à chaque opportunité possible, notre activité politique locale canadienne-française qui heurte ses intérêts capitalistes. Un mouvement socialiste heurterait l'élite canadienne-anglaise au plus haut point. Donc, on peut s'attendre à une résistance canadienne à un mouvement socialiste québécois. Mais le problème, c'est que nous, notre réplique à ça, ça serait en théorie de faire la mobilisation du prolétariat anglo-canadien. Ça serait très cool. Puis si on avait une stratégie qui avait de l'allure, qui pouvait réussir de manière réaliste, ben j'irais dans cette direction-là. Mais il faut encore une fois être honnête avec nous-mêmes pour se rendre compte que nos syndicats n'ont aucun lien avec les syndicats anglophones canadiens. Nos mouvements étudiants aussi n'ont aucun lien avec les mouvements étudiants canadiens anglais, que notre gauche québécoise n'a aucun lien avec la gauche en général canadienne-anglaise. Fait à moins que tu veuilles faire un mouvement révolutionnaire québécois, et en plus, toi, ta job en tant que Québécois, ça serait de mobiliser les Canadiens anglais à l'extérieur du Québec. Écoute, là, je veux dire, c'est beaucoup plus facile, d'après moi, de préconiser l'indépendance du Québec vers le socialisme
ou une société socialiste québécoise indépendante que de préconiser un État socialiste canadien fédéral, whatever. Ça, c'est pour moi bien plus rêvé en couleur. Genre, au moins, je peux imaginer la révolution québécoise et le soulèvement des masses au Canada anglais, je l'espère aussi, à partir de leurs propres moyens, leur propre organisation ouvrière. Mais j'ai aucune conception de comment est-ce qu'on pourrait se mobiliser ensemble, main dans la main, quand c'est jamais arrivé, puis on n'a aucun moyen de le faire. En tout cas, bref, c'est le mot de conclusion. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça fait quand même presque 2 heures que je jase. Alors, mon prochain stream, on va continuer notre lecture au deuxième texte. Les syndicats et la création de partis de la classe travailleuse, le rendez-vous manqué. C'est un texte qui est tout aussi intéressant que celui qu'on vient de lire. Donc, c'est un rendez-vous, camarades. Merci beaucoup de votre écoute. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.